Bon, nous ne sommes pas nombreux, mais c'est pas grave. On va travailler sur un sujet pour la deuxième session où on est deux à intervenir. Sur les robots pour des applications en santé, plutôt des applications d'assistance, de surveillance. On verra ensemble ce que c'est. Et on est plutôt spécialisé d'un côté, mais tu représenteras les travaux sur la mécatronique. Et moi, je suis plutôt sur les logiciels qu'on embarque en fait dans ces machines, qui sont une vision importante à avoir, parce que de plus en plus, on va être entouré en fait de machines qui vont nous parler, dialoguer avec nous, interagir avec nous. Qu'est-ce que ça veut dire comme technologie à mettre en œuvre, mais qu'est-ce que ça veut dire aussi comme évolution qu'on aurait avec ces machines qui vont parler avec nous. La parole, c'est pas anodin. Normalement, on parle avec des humains. Parler avec des machines qui, en plus, ne comprennent pas forcément ce qu'on dit, ou en tout cas font semblant de comprendre, peuvent effectivement émettre de l'empathie, mais c'est aussi une imitation d'une certaine expressivité qui vient de copie de ce qu'on a pu apprendre à partir de données humaines. Donc, qu'est-ce que c'est que ces machines ? Comment on pourra interagir avec elles ? Je vais vous présenter aujourd'hui les robots affectifs. L'affectivité, c'est quelque chose qui va trouver son essence même, en fait, dans notre côté aussi animal. C'est-à-dire, en fait, on va chercher des indices que la personne exprime à travers sa voix, ses gestes, sa façon d'être, sa posture. Et tous ces indices peuvent être capturés en simplifiant par une machine. En simplifiant, c'est important de le comprendre, parce que la machine peut de toute façon capturer les indices, mais pas forcément comprendre le contexte dans lequel se passe l'expressivité. Du coup, c'est un peu tous ces sujets dont je vais parler, et puis comment on développe déjà des premiers outils pour des applications de santé. Donc le groupe de recherche que j'ai se trouve donc au LIMSI CNRS, qui est un laboratoire qui est sur Paris-Saclay. Mon expertise, c'est sur l'apprentissage machine, ce qui fait une partie de l'intelligence artificielle, mais le traitement du signal aussi, le traitement du langage linguistique, et puis comment on met en œuvre un système de dialogue. Et je l'ai donc appliqué pour différents sujets qui me semblaient importants, et notamment beaucoup de sujets donc d'assistance aux personnes âgées ou d'entraînement pour des personnes qui seraient en début de maladie dégénérescente ou qui auraient besoin en tout cas de renforcer certains niveaux langagiers par exemple. Donc je suis membre de la CERNA, qui est une commission de réflexion sur l'éthique de la recherche en sciences et technologies du numérique, qui dépend d'Alisten. Alisten, c'est les grands groupes CEA, CNRS, INRIA, les grandes écoles, etc. Et au sein de cette commission, qui regroupe une vingtaine de personnes, on a déjà produit plusieurs rapports, dont un qui est un rapport sur l'éthique du chercheur en robotique, qui propose des préconisations sur à la fois la médecine, le fait d'augmenter l'humain, par exemple. Donc on va parler du robot qui est utilisé pour opérer, mais aussi des exosquelettes ou du remplacement d'un membre par une machine, une prothèse. Et puis un autre sujet qui était l'apprentissage machine, et pareil, l'éthique de l'apprentissage machine, quelles sont les limites qu'il faut connaître de plus en plus. Et pour moi, il faut outiller en fait ces approches, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de se fier, on a du mal à se fier totalement, même si on sait que la performance de ces systèmes d'apprentissage machine, comme le deep learning dont on entend parler, sur un grand nombre de données, peut donner donc des performances importantes. Il faut toujours garder une certaine un doute. Voilà, il faut que l'humain apprenne à douter et à comprendre dans quel cadre la machine peut faire des erreurs. Donc ça, c'est extrêmement important. Et c'est vraiment sur ces sujets qu'on travaille. L'agent conversationnel, maintenant j'anime un nouveau groupe qui est sur l'éthique des chatbots, des agents qui parlent, que ce soit embarqué dans un robot ou simplement avec un Google Home chez vous qui n'a pas une corporité particulière, mais qui est une enceinte
vocale. Donc tous ces sujets sont extrêmement importants. Alors on a des mythes derrière qui nous font croire aussi à des côtés magiques de tout cela. J'avais beaucoup parlé des mythes et puis aussi de l'histoire autour des émotions et de ces systèmes, de la volonté de créer des systèmes par l'humain au premier séminaire. Je ne vais pas repartir là-dessus. Je vais repartir plutôt sur les représentations qu'on a à l'heure actuelle. Earth, qui est donc un film de science-fiction, on voit quelqu'un parler à une machine qui lui dit qu'elle l'aime, la personne tombe amoureuse de la machine, et à un moment donné se rend compte que la machine, elle est amoureuse de milliers de personnes, et donc ça rompt le charme. Real Humans, où on voit bien que ce sont des humains déguisés en robots, qui sont dans plein de situations de la vie de tous les jours. Je pourrais rajouter Westworld. Westworld, c'est une série télévisée qui est terrible parce qu'on voit des adultes aller dans un espèce de parc d'attractions pour adultes, qui est le Far West. Et là, ils ont le droit d'attaquer des banques, de violer, de faire tout un tas de choses que d'habitude on ne fait pas dans la vraie vie parce qu'on a ces contraintes sociales. Et là, tout est possible. Alors, il se passe tout et n'importe quoi. Et qu'est-ce que ça engendre, ça, dans la société ? Le fait de pouvoir se libérer comme ça, à mon avis, ça engendre pas forcément une chose bien, parce que et on l'a commencé à le voir arriver avec des robots sexuels, faire des robots qu'on viole, c'est aussi violer ou faire du mal, en tout cas, à une image humaine qui nous représente. Donc, il faut faire attention à ces objets, il faut les croire objets, mais c'est pas parce que ce sont des objets qui nous représentent qu'ils ne vont pas avoir, dans notre imaginaire, en tout cas, une symbolique forte. Et donc, si on se met à les détruire, on attaque notre on déconsolide en fait la façon dont on gère le respect des autres dans la société. Alors, donc ça c'était les mythes, les fantasmes, puisque j'ai écrit ce livre sur mythes, fantasmes et réalité. La réalité, c'est qu'on commence à développer donc des applications pour la santé par plusieurs aspects robotiques dont on continuera à parler à travers les deux présentations. Paro, par exemple, c'est un phoque en peluche qui réagit à la voix, au toucher, à la chaleur, qui permet à des personnes qui sont très recroquevillées sur elles-mêmes avec une attention, c'est en général, on ne laisse pas les personnes toutes seules avec ces robots, c'est fait en groupe ou au moins accompagné par un thérapeute. Et on peut voir se réveiller la personne à partir d'une réaction très minimaliste. L'objet, qui est comme un animal domestique, sans en être un, sans être vivant, réagit. Et ça déclenche une réaction chez la personne qui l'a dans les bras. En général, le sourire va être une des premières réactions. Et puis, le fait de toucher plus, d'enfermer l'objet. Donc, ça permet de voir que même quand on est dans un isolement fort, que le langage n'est plus un acte qu'on fait de tous les jours facilement, devant ces objets qui réagissent comme ça, on a ce besoin aussi de tendresse ou d'affection qui peut être joué au plus bas niveau. Bon, donc c'est important, et ce qui est important aussi, c'est que quand on voit ces objets utilisés en groupe, eh bien, ça déclenche aussi un aspect social. Je ne sais pas si vous avez été souvent dans les maisons de retraite, j'imagine que oui. Vous connaissez, c'est souvent des gens isolés les uns à côté des autres. Alors quand il y a quelqu'un qui vient pour stimuler, c'est sûr qu'on arrive à faire des chansons ou à faire que les gens se parlent, mais c'est pas si évident que ça. Je trouve qu'il y a une grande solitude même en étant en groupe, et ces objets sont un peu comme des objets qu'on se passe, qui est une transition de groupe. Enfin, il y a quelque chose qui se passe autour de l'objet qui peut créer du lien social. Moi, je l'ai vu dans des expérimentations. Je ne pense pas que ce soit encore dans cette dimension de société que ce soit utilisé, mais après, on peut en voir plein de défauts. Il ne s'agit pas d'orienter évidemment que avec ces objets-là. Il s'agit de déclencher des phénomènes différents. Et c'est ce qu'on verra ensuite, c'est entre le virtuel, si vous voulez, et le vivant. Il faut trouver la mesure de la place de chaque chose. Il n'est pas question d'enfermer des gens qu'avec des objets. Et on voit bien qu'il y a ce risque-là aussi. Donc c'est vraiment dans l'idée en tout cas de développement de ces objets, c'est qu'ils restent des façons de pouvoir libérer les gens de certaines choses ou montrer une possibilité d'apprentissage ou de réapprentissage de certaines formes qu'ils avaient oubliées, que ce soit dans le social ou dans le linguistique, puisque c'est beaucoup aussi pour des aspects linguistiques qu'on va travailler avec ces machines qui vont parler. Bien entendu, je ne suis pas quelqu'un qui est technophile pour tout.
Si je suis sortie de mon laboratoire pour expliquer qu'il y avait un danger dans ces machines, c'est bien pour dire attention, c'est bien sur certains aspects, on peut le voir, on peut l'évaluer, mais d'abord c'est rarement vraiment évalué en grandeur, hein. Donc on ne sait pas pour l'instant quels seront les effets, et on ne sait pas non plus à plus long terme quels seraient les effets secondaires de tout ça. Donc pour l'instant, il y a cette appétence nouvelle pour aller essayer, maintenant qu'on s'est dit bon c'est pas terrifique ces petits objets là, ils ont l'air gentils, ils vont pas nous enfermer forcément, mais il faut quand même se poser cette question à long terme, comment on va l'utiliser dans la société, comment on va utiliser ces objets. Donc c'est à la fois sur l'individu et sur le groupe, qu'est-ce qu'on souhaite faire et comment utiliser ces objets au mieux. Alors je parle bien d'objets, et si je me réfère à Simondon, l'objet dans sa fonction, dans sa relation, c'est des hommes qui font ces objets, donc c'est pas anodin, et il y a une relation à l'objet qu'il faut pas nier. On ne peut pas dire d'un côté il y a le monde naturel et de l'autre côté il y a le monde des objets. Dans le monde naturel il y aurait les humains qui sont des vivants. Les objets que l'on fait sortent de l'humain et ils ont une place particulière qu'il ne faut pas nier et qu'il faut construire et qui existe très peu en fait pour l'instant. Donc l'affective computing, je travaille sur ce domaine-là, c'est 3 choses: détection des émotions, compréhension, raisonnement, génération des émotions. Ces travaux ont commencé en 1997 au MIT, donc au Massachusetts Institute of Technology, par les travaux de Rosalind Picard qui continue à travailler sur ces sujets, à monter des boîtes, etc. Les émotions, c'est quelque chose de très complexe, comme j'avais dit, mais je vais réinsister. C'est à la fois des sensations physiques, des représentations mentales, des réponses motrices spécifiques. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas simple, que ce sont des séquences dynamiques d'états variables, et que ce qu'on fait à l'heure actuelle sur des machines est assez simpliste. Du coup, on en fait une représentation simplifiée. 2, on ne prend pas en compte le contexte ou très peu. 3, on ne mélange pas, on ne travaille pas encore sur des émotions mélangées, ou en fait sur cette complexité qu'est l'humain, qui va être à la fois l'humain a des humeurs, il est dans un cadre particulier et en même temps il y a un événement qui arrive qui va bousculer sa façon de réagir. Donc il faut faire très attention pour l'instant, et c'est ce que je dis moi, à l'état de l'art de ces systèmes qui pour moi n'est pas suffisant pour les utiliser sans vérification forte de l'implication qu'on pourrait avoir avec ces machines. Donc nous on est en recherche, donc on travaille sur l'évolution, mais je vois arriver dans l'industrie ou dans les startups beaucoup de gens qui vont jouer avec ces technologies, sachant que c'est très lié au corpus qu'on met dedans et que c'est pas souvent très bien évalué. Donc je dis méfiance à aller sur une technologie comme ça qui serait générique et qui ne l'est pas du tout. Donc c'est culturel, c'est très dépendant des gens. Quand je travaille avec des voix âgées, c'est très dépendant de les voix âgées, les voix d'enfants, les voix d'adultes, les voix de femmes, les voix d'hommes, c'est différent. Donc il y a des contextes où il faut appliquer à ces tessitures de voix et on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Donc ces états affectifs, je l'avais dit, c'est plusieurs caractéristiques. On a les émotions, les humeurs, les positions entre les personnes, les attitudes, etc. Donc en général, on parle d'émotions, mais c'est en fait les affects. On n'arrive pas à discerner les différences facilement, et on va les différencier sur l'intensité et sur la brièveté, par exemple, pour dire que ce sont des émotions. Et il faut toujours comprendre en fait que c'est des états complexes générés par des push-pull effects, comme je dis en prenant la théorie de Klaus Scherer, qui est donc un psychologue genevois de l'université de Genève. C'est à la fois biologique, c'est push, on ressent dans son corps quelque chose, il y a une émotion, et on envoie ces informations à l'extérieur. Pull, c'est finalement, je réagis dans un contexte particulier, avec des codes sociaux particuliers, et donc je vais pondérer ou amplifier, suivant différentes stratégies, finalement, ce que je ressens. Donc on voit bien qu'on n'est pas en train de détecter l'émotion, mais une expressivité qui, en plus, est modulée par la façon dont on va interagir, et avec des codes culturels différents. Et il y a aussi donc des différences biologiques, comme je l'avais dit la dernière fois. Il y a des réactions innées apprises par l'individu, c'est un mélange, et les individus ne sont pas tous les mêmes, ils ne vont pas réagir aussi fort à des choses, et donc c'est très difficile de trouver une normalisation simple de cela. Donc je dis attention. Maintenant, il est vrai que on va voir dans certains cas que c'est assez intéressant à utiliser quand même dans des cas de pathologie ou d'accompagnement ou d'éducation quand on veut déceler des comportements affectifs. Mais pour l'instant, la plupart des systèmes vont marcher avec très peu d'informations différenciées. Par exemple, des modèles dimensionnels où on parle de valence, on dit c'est positif ou c'est négatif, la façon dont je réagis.
ou alors c'est actif ou passif. Donc c'est de l'énergie ou pas d'énergie, ou alors c'est quelqu'un qui s'enfuit, donc il fait une action physique, ou alors il est... Mais la peur peut engendrer la même chose, hein. Deux choses différentes. Elle peut engendrer qu'on s'enfuit à toute vitesse, ou qu'on reste cloîtré. Donc on voit bien qu'il y a des grandes différences d'actions qui vont être générées. Et puis la dominance, c'est-à-dire est-ce que on est en dominance de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on est... quand on est en colère, on dit qu'on... Alors on peut dominer ou pas sa colère, ça c'est autre chose, mais on est plutôt en actif que quelqu'un qui subit quelque chose, mais c'est donc très compliqué. Ensuite, beaucoup d'approches sont liées à des étiquettes verbales. On va modéliser les émotions en les regroupant sous des étiquettes verbales. Les 6 étiquettes les plus utilisées par les gens qui font ce genre de système, c'est celle de Paul Ekman dans son système des Big Six, où il y a colère, joie, tristesse, peur, dégoût et surprise. Certains disent que la surprise, c'est pas une émotion. Donc on se rend bien compte qu'on est quand même sur un paradigme de perceptif avec différentes situations complexes, et je préfère moi les approches de Klaus Scherer qu'il appelle appraisal modèle d'évaluation des composantes, mais qui sont très difficiles encore à utiliser dans des systèmes. Donc c'est vraiment de la recherche sur ces actions de appraisal model, qui sont des systèmes cognitifs. Donc si je reviens maintenant aux signaux fondateurs des émotions, ce qu'on va essayer de capturer, on va essayer de capturer donc dans cette fonction de communication de ces intentions à un autre organisme, on va essayer de capturer dans la voix les inflexions. J'avais fini la dernière fois en hurlant, et puis quelqu'un intervient, c'est fini. On va chercher donc de la prosodie, donc de l'énergie dans la voix, une amplitude ou un rythme, ou un timbre différent. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est émotionnel, on va moduler beaucoup ça. Donc les deltas que je vais trouver en faisant je suis pas d'accord, hop, je monte et je redescends, ça c'est des choses qu'on va aller chercher. Les trémolos dans la voix, c'est une autre particularité qui est plutôt liée à la qualité vocale, qui serait la 4e dimension après la prosodie. Qualité vocale, quand vous faites je suis pas sûr, votre voix tremblote, c'est des choses qu'on va pouvoir trouver dans le signal aussi, des trémolos. Sinon sur donc l'audio, c'est un peu mon domaine, on va beaucoup travailler aussi sur ce qu'on appelle les affect bursts, c'est-à-dire des marqueurs affectifs très ponctuels. Quels sont-ils? On en connaît plein. Le sourire, le rire. Et aussi, quand je fais ça, j'ai sans doute pas compris, quelque chose où je dis à quelqu'un que, bon, j'y crois pas trop. Donc il y a plein de petits bruits que l'on va rajouter à l'élément linguistique, le contenu linguistique, qui sont extrêmement intéressants et qui sont extrêmement manipulateurs aussi. Parce que si vous faites un rire, c'est la personne rit, elle s'adapte. Il y a un espèce de mimétisme entre les deux personnes. Et donc il faut concevoir en fait cette interaction tout le temps. C'est-à-dire qu'on n'est jamais en communication, on est toujours en interaction. Et quand on essaie de communiquer avec quelqu'un, on sait très bien qu'il y a plein de fois où on ne se comprend pas et qu'il y a une non-communication aussi qu'il faut prendre en compte. Donc c'est pour ça que le contexte il est fondamental là-dedans, et pour l'instant il est oublié dans beaucoup de systèmes. Donc là on voit l'aspect facial, on va chercher à regarder si la personne ouvre la bouche, on voit les dents, ferme les yeux, lève les sourcils, et tous ces indices faciaux vont être aussi utilisés pour dire vous avez l'air en colère, vous avez l'air ci, vous avez l'air ça. Bon. Pour l'instant, on a de la chance, et pour un temps assez long, je pense, on n'aura pas non plus des systèmes très performants. Mais malgré ça, on va en voir arriver. Donc, quelles vont être les répercussions de ça? Comment En tout cas, il faut avoir la connaissance du fait que le système utilise ce genre d'informations, qu'on appelle paralinguistiques, qui sont en plus de la linguistique, et qui sont liées aussi à sa personnalité. Je suis une femme, j'ai un fondamental vocale qui est autour de 250 Hz, une fréquence fondamentale de 250 Hz. Fréquence fondamentale, c'est la vibration des cordes vocales. Je mets mon doigt là, je fais ça vibre. Je fais ça vibre pas. Bon, il y a certains sons où il y a vibration, d'autres où il n'y a pas. Mais il y a des caractéristiques physiologiques qui font que la hauteur du son n'est pas le même, et donc une voix de femme, c'est en moyenne 250 Hz, une voix d'homme, c'est en moyenne 150 Hz. Si c'est un enfant, c'est 350 Hz. Quand je vieillis, mon fondamental baisse, ma voix devient plus rauque, devient plus marquée également. Par exemple, quand je fais de l'identification du locuteur, c'est difficile sur des voix d'enfants parce qu'ils ont tous à peu près une voix jeune, sans tessiture marquée. Et par contre, je serais plus facile de reconnaître des personnes âgées, de différencier les personnes âgées parce que leur voix est empreinte en fait d'une
beaucoup d'expérience de vie et marqué quelque part. Donc les indices physio, c'est pareil, on va les utiliser aussi. Et puis derrière, on cherche à faire des robots compagnons. Alors qu'est-ce qu'un robot compagnon? Il est censé vous accompagner pour faire des actions utiles. Alors c'est quoi les actions utiles pour quelqu'un âgé? Pour beaucoup, ça va être par exemple de prendre le plat dans le four qui est trop haut parce que bon, je suis dans le même habitat que quand j'étais plus jeune et puis c'est difficile. J'ai de l'arthrose, j'arrive pas à porter. Tous ces gestes que doit faire le robot sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre en contexte. On dit toujours, bon par exemple pour les aides-soignants, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse déshabiller la personne, qu'elle puisse regarder son intimité, etc. Et ça, pour un robot, c'est difficile. Donc le faire parler, lui donner des aspects cognitifs, c'est plus simple que finalement il fasse des gestes du quotidien avec les personnes. Mais tu en reparleras certainement. Et donc, sur les tests qu'on a pu faire, on a fait des tests en EHPAD et à l'hôpital Broca avec des personnes qui interagissent dans des scénarios de vie, pas du tout en continu, puisqu'on fait nous des preuves de concept ou des preuves justement du fait qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire ou que c'est compliqué parce qu'on peut manipuler facilement la personne. Et donc on construit des systèmes qui prennent en compte une partie de perception, qui vont chercher par exemple dans l'audio ou dans le visuel des indices liés à certaines émotions, mais liés aussi à l'attention, la façon dont la personne répond. Est-ce qu'elle répond vite ou pas vite? Il y a énormément de choses qu'on va prendre en compte comme indice pour savoir essayer d'extraire des informations de la façon dont la personne communique. Derrière, il y a un modèle interne du robot, il y a une histoire que j'ai déjà avec la personne. Je vais interpréter tout ça avec des mémoires du dialogue que je suis en train de faire avec la personne. Et puis derrière, il y a tout des actuateurs, des gestes possibles, faciaux, ou vraiment des gestes ou le fait de bouger. Donc la machine peut faire différentes actions. Et en fonction de ce que j'aurais décidé dans mon système de dialogue, je peux aller vers une ou l'autre des actions. Ce que j'ai fait de plus abouti, c'était de me dire, finalement, il y a une voie courte et une voie longue. Il y a une voie longue qui est liée à l'interaction verbale, donc je réponds à une question particulière. Et puis il y a une voie courte qui est cette espèce de présence affective et sociale qui va faire que pendant que vous parlez, en général, quelqu'un vous parle, vous souriez, vous faites des petits hochements de tête, vous faites des choses qui montrent que vous avez compris, vous êtes là, vous êtes d'accord, pas d'accord. Enfin, voilà, il y a énormément d'interactions low level paralinguistique pendant l'interaction verbale et croiser les deux et trouver comment on décide après dans le système de dialogue, ce sont donc des challenges de recherche. Ce qu'on a fait aussi, c'est de se dire, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement l'information affective à chaque tour de parole, mais c'est comment la personne se construit dans cette interaction et qu'est-ce qu'on peut extraire d'une histoire de l'interaction avec la machine. Et donc on va aller chercher donc les inputs affectifs qu'on peut déceler, l'histoire qu'ils ont ensemble, ce que dit le robot, parce qu'évidemment en fonction de ce qu'il dit, on va pouvoir interpréter différemment, ça paraît logique, mais c'est pas toujours logique dans les cas de systèmes qui sont mis en œuvre, parce que c'est une start-up qui vous fait la boîte qui détecte les émotions et puis une autre qui vous fait le système de dialogue. Quand on plug les deux, ça discute pas forcément très très bien, donc je pense qu'il faut imbriquer en multimodal toutes ces informations pour arriver à faire quelque chose qui ressemble à une compréhension de la situation et encore une fois une compréhension d'une expressivité et d'un acte de communication et pas du tout de l'intériorité de la personne. Après derrière on essaie de construire des dimensions et c'est là où je dis attention, moi je fais ça dans un labo de recherche, je vous le montre, tous les gens qui sont en train de travailler là-dessus font sûrement le même genre de choses et ça c'est opaque, on ne le voit pas. Okay. Et donc je dis attention, quelles sont les dimensions qu'on reconstruit sur la personne lorsqu'on est en train d'interagir avec elle. Et ça, il me semble qu'il faudrait être un peu plus clair. Donc on a fait des systèmes, je vais vous montrer un peu ce que ça donne avec des exemples. Bon Mariette, l'article qu'on est en train d'écrire sur Nao, tu penses qu'il sera fini bientôt? J'ai reconnu une femme, c'est Laurence. J'ai reconnu l'agacement. Nao, j'en peux plus, ça suffit, tu rentres dans ton placard. J'ai reconnu une femme, c'est Mariette. J'ai reconnu la colère. Bon, après ça, les gens extrapolent. On va aller aider. Nao pourra un jour comprendre les réactions des enfants et lier avec eux encore plus de liens affectifs. Mais comment Nao fait-il pour comprendre ce qu'on exprime ? Donc voilà, donc j'ai expliqué après les indices dans la voix, les indices et la modélisation avec apprentissage, etc. Donc, comment on crée les modèles. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il faut évaluer tous ces trucs-là clairement et à un autre niveau qu'on est en train de le faire pour l'instant. On fait beaucoup de POC, mais on fait pas beaucoup de choses en longitudinal. Et je crois que c'est l'objet de ce que tu commences à faire. Et les grilles d'évaluation, c'est vraiment fondamental. Un autre exemple pour montrer que le robot construit en fait. Bonjour. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elle, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement.
plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera. D'accord, ouais, c'est une bonne nouvelle ça, Nao. Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé, j'adopte donc un comportement amical. Tu as l'air peu sûr de toi, globalement très insatisfait, très réservé, et tu as l'air très posé, j'adopte donc un comportement directif. D'accord. En situation réelle, Nao ne décrira pas à haute voix son analyse. Il ne le fait bien sûr que pour l'exercice. Voilà, donc moi je suis pour qu'on construise des systèmes où on apprenne aux gens comment on va encoder derrière des choses et qu'on arrive à jouer avec pour mieux comprendre finalement ces différentes choses. Alors, vous allez voir des exemples là à Broca, c'est des tout petits films. Mais c'est intéressant même avec ça de voir à quel point on peut manipuler facilement. Donc c'est des gens qu'on voyait 4 fois de suite. Ils étaient en début d'Alzheimer, ils ne se souvenaient pas forcément qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient un chat, un chien. Je vais te demander de feindre des émotions et on va voir si j'arrive à les reconnaître. On y va. Parle-moi en ayant l'air joyeux. Ce matin, il y avait du soleil, c'était formidable. J'ai été me promener. J'entends de la joie. Super, tu as réussi. Bon, j'ai fait des cours extraits, donc il y a le... Ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Prends un petit peu de s'il te plaît. Non. Il faudrait que tu boives un peu. Mais non, je te dis. Je fais appel à ta raison. Prends ton verre d'eau s'il te plaît. Mêle-toi de tes affaires. Allez, fais ça pour ta santé. Bois un peu. Calme-toi. Je ne fais pas ça pour te commander. Je te propose juste de prendre un verre d'eau. C'est pas grand-chose. Du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la joie. J'ai détecté une réaction positive à ma devinette. Mais la taille un peu, regarde-moi, je ne suis pas très grand. En effet, Dis tu n'es donc, pas très grand. on se fend la poire tous les deux. Bon, très bien. J'ai détecté une réaction négative. Je crois que tu n'aimes pas mes blagues. Non. Alors, as-tu oui ou non apprécié mon humour? Beaucoup. Je suis content que tu aies apprécié. Voilà, donc on se pose des questions sur je suis content, etc. On personnifie le robot, évidemment. On lui donne la propension de donner des conseils, de négocier. C'est ça qui nous pend au nez avec toutes ces machines. Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Est-ce qu'il y a un code à donner? Est-ce qu'il faut que le robot se présente déjà pas avec une voix humaine? Donc là, il n'a pas une voix humaine. Vous avez entendu tous parler de Google, qui utilisait une voix où on n'était pas capable de distinguer entre une voix humaine et une voix machine. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il se présente en disant je suis X007, l'agent espion de Google? Je ne sais pas. Il faut dire un truc un peu plus cash sur qu'est-ce qu'il est vraiment. Ensuite, dans ces systèmes, on pourrait aussi imaginer que je suis triste pour toi, ou je te comprends, ou etc. Soit des phrases qui soient pas tolérables parce que c'est pas vrai, ou qu'au contraire, on apprend aux gens que de toute façon c'est un objet qui répond comme ça parce on est en train de jouer avec lui et que voilà. Donc il faut vraiment réfléchir à mon avis, à quelle sorte d'interaction et quelle sorte de transparence et de loyauté on veut à travers ces machines. Et c'est un peu pour ça que je suis sortie de mon laboratoire encore une fois pour dire attention, on se rend compte nous que en faisant ces tests, ça va très loin, quoi. On peut entraîner les gens assez loin sur des croyances. Alors je vous montre ce qui va encore plus loin, c'est que au début de ma carrière, on travaillait sur la reconnaissance de la parole pour des militaires, par exemple. Ensuite, on a travaillé sur le téléphone. On faisait des systèmes qui répondaient au téléphone pour donner un billet de train, donner des renseignements. Après, on voit apparaître ces Google Home là, qui sont achetés partout maintenant. La fée clochette, là, le petit truc en bleu en dessous, vous allez voir, c'est au Japon. Je vais vous montrer ce qu'ils sont en train de faire. Donc, avec des robots, on voit apparaître des robots qui sont très encadrés pour l'instant à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il faut sûrement qu'ils soient en triangulaire avec des médecins qui soient aussi dans la boucle ou des proches qui contrôlent. Comment on monitore en fait l'interaction entre une personne et une machine?
machine? Est-ce que c'est un médium, un moyen de faire passer les informations de quelqu'un d'humain? Comment on va tricher ou pas tricher? Enfin, moi je suis très concernée par l'idée qu'il faut que ces machines soient transparentes, explicables et le plus loyales possible. Alors, pour l'instant, il n'y a aucune contrainte, donc vers quoi on va? C'est la question que je pose à tout le monde. C'est pour ça que j'écris ce livre en disant aux politiques aussi, attention, on va être environné de machines qui nous racontent des choses qui ne sont pas forcément vraies déjà, et qui sont... Alors, on sait très bien que de temps en temps, on dit en médecine aussi des choses qui ne sont pas vraies parce qu'il faut que le patient se sente mieux, etc. C'est un sujet très compliqué, la transparence. Mais il y a à trouver, en fait, qu'est-ce qu'on va donner comme décision ou pas aux machines, quelle latitude, et comment les médecins et tous les encadrants de la santé vont se positionner par rapport à ces machines. Alors, je vous montre maintenant... Introducing Jibo, the Jibo. world's first family robot. Say hi, Jibo. Hi, Jibo. Jibo helps everyone out. L'humour, il y en a throughout their partout. day. He's the world's best cameraman. By intelligently tracking the action around him, he can independently take video and photos, so that you can put down your camera and be a part of the scene. Jibo, take the picture. He's a hands-free helper. You can talk to him, and he'll talk to you back, so you don't have to skip a beat. Excuse me, Anne? Yes, Jibo. Melissa just sent a reminder that she's picking you up in half an hour to go grocery shopping. Thanks, Jibo. Bon, c'est super, hein, ils peuvent nous aider aussi à mieux organiser la journée, etc. Comment ils vont nous manipuler? C'est le sujet d'un des projets que j'ai monté avec des économistes et sur lequel on va travailler. Qu'est-ce que le nudging? C'est une incitation qui est juste dans l'interaction, en tout cas avec ces machines. Qu'est-ce que ça va être? Et voilà un autre exemple qui, moi, me tient à cœur parce qu'il est assez stupéfiant. Donc on part au Japon. Voilà, ce personnage omniprésent dans un bocal. Il est empathique, hein, il a une voix expressive sympathique, empathique. Et il continue tout le temps. C'est là où... Et elle attend à la maison. Donc la première fois que je l'ai vue, c'est une jeune japonaise qui me l'a montré. Et elle l'a montré ici en France et tout le monde était un peu choqué par cette publicité. Et je l'ai retrouvée au Japon il n'y a pas très longtemps et elle dit qu'effectivement c'est acheté et qu'eux ils ne voient pas de problème du tout à l'utilisation de ce genre de choses. C'est comme un jeu. Voilà. Getbox. Donc ce que je dis maintenant, c'est qu'avec 1 minute de parole, on fait la voix de quelqu'un. Donc on peut très bien imaginer aussi faire parler les morts ou des gens qui nous manquent, comme ça. Donc là, il faut mettre des garde-fous éthiques, absolument. Pour moi, c'est... Alors après, bon, comment on va régir dans la société avec ça? Est-ce qu'on a le droit de faire tout et n'importe quoi avec ces systèmes? Comment on peut anticiper, en tout cas, et avoir une vision de ce qu'on peut faire avec la technologie qui irait dans des sens qui seraient... Bon, pour l'instant, c'est encore le début de tous ces objets, mais ils vont fasciner sans doute, hein, peut-être moins en Europe qu'évidemment en Asie. La deuxième chose, ils isolent, hein. Ils risquent de déshumaniser. Si vous prenez des enfants qui utilisent ce genre de choses, peut-être qu'ils ne comprendront pas les repères des autres. On va peut-être se robotiser, c'est-à-dire faire tout pour être compris par la machine. J'ai vu des adultes à 4 pattes devant un Nao faire « il m'a pas compris », répéter 20 fois la même chose pour être compris par la machine, hein, d'accord, même des gens très connus. Donc je pense que voilà, il ne s'agit pas de devenir, de s'abêtir au point de changer tout dans notre façon d'être, dans notre façon de parler, pour parler à une machine qui nous comprenne. Or, ces machines ne sont pas encore très robustes, donc il y a des risques de
Et puis l'autre risque aussi, c'est que l'attention, quoi, ça bouffe un temps d'attention monumental, tout ça. Et du coup, être environné de machines qui sans arrêt me disent « Ah, au fait, t'as pensé à ça, au fait, t'as pensé à ça », alors j'en ai pas besoin, pose le problème fondamental de savoir qu'est-ce qu'on veut faire avec tout ça. Même quand on est en surveillance de quelqu'un âgé ou qui est chez lui, on va pas non plus devenir une espèce de prison là avec un objet qui est sans arrêt en train de surveiller, de conseiller. Donc il faut trouver la juste mesure de tout ça, l'intérêt que ça a et savoir aussi qu'on peut pas tout jeter puisque c'est en train de se passer. Donc il vaut mieux être au cœur, en tout cas en recherche, pour comprendre ce qu'on est en train de faire. Et justement, est-ce que ça va très loin ou pas? Parce qu'on a cette faculté d'anthropomorphisation de la machine. Donc on vous montre les robots aspirateurs, et les gens disent « Ah ben ils ont une certaine conscience ». Enfin, je répète toujours la même chose, mais c'était tellement absurde pour moi que, voilà, il y avait une dame qui m'a demandé « Mon robot aspirateur s'arrête au milieu du salon, que pense-t-il ?» Non, il ne pense rien du tout, il ne s'arrête pas, je ne sais pas pourquoi. Quand il est cassé, on le ramène, et puis il faut rendre le même, parce que il connaît la maison, il a un nom. Donc, il faut faire attention, même avec des objets anodins qui font pas d'affectif, on va trouver ça. Si je reparle de la mort, les robots démineurs qui sont sur les champs de bataille ont été utilisés par des soldats américains ont aussi surpris parce que certains soldats s'étaient attachés à ces machines qui sautaient sur des mines, évidemment, sauvaient la vie, quoi, quelque part. Et du coup, ils donnaient des enterrements ou des simulacres d'enterrement à ces machines avec des médailles de guerre. Donc, où est notre identité d'humain? C'est là-dessus qu'il faut travailler. Quelle est la place de ces machines, de ces objets autour de nous? Quelle capacité on veut? Et puis, en plus, on a ces aspects où, surtout au Japon et en Corée, etc., et aux États-Unis, on cherche à s'approcher très fortement de l'humain, le représenter, avoir une peau chaude avec des millions de capteurs. Moi, j'avais rencontré à Singapour quelqu'un qui fait des capteurs. Vous imaginez pas combien il y en a dans le bras du robot. Donc, évidemment, vous le touchez n'importe où, il va couiner. Qu'est-ce que ça veut dire d'être aussi proche? À quoi ça sert? Bon, alors il y a le marché des robots sexuels, certes, mais qu'est-ce qu'on veut faire vraiment? Quelles limites? Il y a une maison close à Paris. Je sais pas si elle est fermée, mais en tout cas avec des machines. Certains chercheurs disent, mais c'est très bien. On va remplacer les péripatéticiennes sous les lampes rouges d'Amsterdam, ou on va remplacer les jeunes enfants qui se font violer en Thaïlande. Mais non, ça va pas remplacer, ça va mettre une échelle peut-être encore plus forte de déviance parce que on est comme ça. Et puis la symbolique est forte, quoi. Donc je sais qu'il y a, en tout cas en Angleterre, quelqu'un qui est arrivé dans ses bagages avec un robot enfant. Et on a interdit à ce robot de rentrer sur le territoire anglais. Mais est-ce qu'il y aura des lois? Est-ce que ça va... Je ne sais plus pourquoi il n'a pas pu faire rentrer son robot, mais en tout cas, ce sont des vrais sujets de société sur lesquels on ne travaille pas assez, pour lesquels on doit être en interdisciplinarité, entre santé, bien-être, psychologues, et les informaticiens, et les roboticiens, et des gens qui sont qui vont utiliser peut-être ces objets. Quelles sont les vraies utilités positives pour nous? Il y en a énormément aussi, hein. Je dis pas ça pour dire qu'il faut tout jeter, c'est pas vrai. Il faut les utiliser de façon à ne pas déshumaniser, ne pas trop isoler, ne pas rendre dépendants, ne pas remplacer totalement, et éviter ce clivage dans la société entre des gens qui pourraient avoir connaissance de la techno et les autres qui seraient vraiment en dépendance totale. C'est pour ça que moi j'aurais des machines qui laissent et qui émancipent en fait les gens. Voilà, qui proposent d'expliquer comment elles font. Il faudrait aussi des laboratoires ouverts où on peut expérimenter, même dans les hôpitaux. On pourrait imaginer que dans les hôpitaux, il y a des premiers robots utiles pour cette interaction, dans certains cadres, et on les fait tester par les patients à l'hôpital, et qu'ensuite ils peuvent rentrer chez eux, peut-être avec un robot de cette sorte-là, pour une problématique particulière. Donc c'est sûr que la machine va surveiller en continu, va pouvoir détecter des choses qu'on ne pourrait pas voir quand on va voir son médecin une fois, par exemple. La maladie de Halter ou les maladies comme ça de comportement font que c'est difficile. Après, on relate des choses et quand c'est nous-mêmes qui relatons sur nous, peut-être qu'on biaise aussi. Donc cette surveillance est sûrement intéressante, mais à condition de comprendre comment on va l'utiliser en l'encadrant. Et cette coévolution de la machine me tient beaucoup à cœur, puisque on va pouvoir voir des modifications peut-être dans les prises de décision, trop faire confiance à la machine, hein, surcapaciter ces machines qui ne sont que des outils qu'on a fait nous et qui calculent et qui vont très vite, mais qui n'ont aucune conscience morale ou une conscience d'aucune sorte, ni de phénomène, ni de solidarité, ni d'autrui, ni de rien, même pas d'elle-même. Donc, voilà, je crois qu'il faut vraiment le dire de façon très claire. Et j'en ai assez, moi, d'entendre des chercheurs qui sont là en train de vous dire « doutons ». Non.
On n'a aucun doute, dans les 10-20 prochaines années, il n'y a pas de ce genre de choses qui sera possible. Et pour moi, ce n'est pas possible sans qu'il y ait de la chair humaine ou d'une entité. On est en train de créer des choses différentes qui pourront être avec des comportements peut-être inquiétants, mais qui ne sont pas des proches de l'humain. Et donc, c'est important de travailler sur ces robots dans la société, quels sont les risques à anticiper. Donc, j'en ai mis plein sur aussi le travail, le manque de mérite, la prolétarisation des savoirs et des savoir-faire. Il ne faut pas qu'on descende par paresse. Il faut lutter absolument pour garder cette façon de pouvoir utiliser loyalement ces objets avec une distance pour garder un contrôle. Et ça s'apprend à l'école. Il faut l'apprendre à nos enfants à l'école. Nous, on est capable de l'apprendre parce qu'on a ce discernement, parce qu'on est du monde avant et du monde avec les robots et l'IA partout, mais nos enfants ne l'auront peut-être pas. Et je pense que les enfants soient assez, quand même, agiles en ce moment pour comprendre ça, mais dans certains milieux, pas partout, et il faut faire attention à ça. Et ce que j'ai découvert récemment, c'est que finalement, ce sont dans les pays comme l'Afrique ou comme l'Inde, où les gens sont habitués à réparer des objets. Nous, on a oublié ce que c'est que la réparation des objets. On jette, on remplace. Et bien, cette faculté de réparer est essentielle aussi pour bien comprendre que ce sont des objets et la dépendance qu'ils ont avec les humains. Le jour où on vous répare, alors il y a des gens qui disent oui, alors le robot va s'éteindre, ça va être horrible, l'attachement, la mort du robot, tout ça c'est de l'histoire, c'est du fantasme, c'est vous embarquer dans une idée de marketing presque. Et je trouve ça indécent au bout d'un moment. La responsabilité aussi, c'est à nous de dire, on ne met pas de personnalité juridique à ces machines, ce sont des objets. Donc attention, on envoie les gens sur des croyances qui sont folles. Donc je participe au niveau de I3E à l'initiative éthique des machines autonomes pour éduquer, expliciter les règles éthiques, mettre en œuvre des outils pour aider les gens à mieux comprendre ce que font ces systèmes. Et puis derrière, on sait qu'il faudra peut-être mettre des réglementations juridiques qui ne sont pas simples. Et à la fin de mon livre, puisque c'est le livre que j'ai écrit vraiment là-dessus, je disais voilà, en plus des lois d'Asimov là, dont on vous parle en robotique, on pourrait avoir des chartes sur les robots sociaux, les données privées, qu'est-ce qu'on en fait, le droit à l'oubli, le contrôle, tu seras régulièrement contrôlé, l'explicabilité, tu pourras m'expliquer tes comportements si je te le demande, tu seras loyal, tu seras empathique et simuleras des émotions si je le sais. Alors, les risques de dépendance, c'est pareil, des risques de confusion. On pourrait demander aux machines, obligatoirement, il y a des fautes dans mon transparent, donc hop là, ne le prenez pas, j'ai une phrase qui est collée n'importe où, mais en gros, ce qui est important de voir avec ces idées, c'est que c'est à nous de décider société, qu'est-ce qu'on veut laisser dire à ces machines. Merci. Donc pendant que tu t'installes, si vous avez quelques questions, je répondrai. Hop. Tiens. Pas de questions ? Moi aussi, juste une question. Est-ce que vous travaillez avec des pays européens Oui. Sur les... Oui. Ça va me faire plaisir. C'est vrai, j'étais il y a 2 jours, par exemple, à Berlin, et il y avait l'ancien ministre de l'économie, Berlin, qui était là. C'était un groupe qui s'appelle, voilà, hop, je trouve le fascicule ici, plein de leaders politiques, et on parle d'éthique. Mais de là à dire Deep Circle, voilà, c'était Taking Responsibility for AI in Europe. Il y a plein d'initiatives, j'en ai une. Il faut monter sur l'Europe sur, effectivement, des valeurs morales, des valeurs... On cherchait à comprendre, moi j'étais en charge d'un groupe, je veux dire, c'était intéressant. C'était What are the main values for European AI and how could we define them? Donc vaste sujet. Ce qui a été intéressant, c'est que parmi tous ces leaders, c'était principalement des leaders dans l'industrie ou des décideurs politiques, sont arrivées nos valeurs dans la société, fortement. Et puis aussi, lié AI for All, quelle responsabilité de chacun on a. Enfin, les conclusions de tout ça vont apparaître. Si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer des choses. Voilà, il faut être réveillé en ce moment, en tout cas, tous, pour travailler sur ces sujets et pour que l'écosystème ne soit pas juste des gens qui sont technophiles uniquement et qui n'ont pas cette dimension de comprendre en fait que ça va impliquer beaucoup de changements dans la société. Tu l'as branché facilement, la prise ? Ouais. Ça rentre pas. Rentrer, non, c'est bien. Fais voir ton adaptation. Non mais c'est là, c'est bon. Je te jure. Hein ? Ah ouais, mais moi mon truc il va pas marcher parce que c'est pour un Mac, il faut que tu...
faut que tu le copies soit là, soit sur le mien. Et, je sais pas, mais c'est curieux ce truc. Ouais. Vous pourriez nous aider là pour la connectique C'est une prise classique. Toi, tu l'as branché sans problème. Non, mais je l'ai branché sur un câble, moi. Hein. Oui, mais c'est une prise classique que tu as. Oui, bien sûr, regarde. Moi, j'avais ça, donc ça marchait très bien. Essayez si vous voulez, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Je suis désolée. Mais... Et donc, je crois que c'est une bonne question, mais sur l'hôpital, il y a sûrement des relations à nouer aussi. Alors, ce qu'on a dit aussi, c'est que, et ça c'est important de faire passer ce message, c'est qu'en Europe, on a une force particulière par rapport aux États-Unis et à la Chine. Donc, c'est pas l'accélération, la mise en avant de tous les moyens, c'est la diversité. On a une diversité de langage, on a une diversité aussi de valeurs, il y a beaucoup de valeurs communes, mais il y a quand même une diversité forte qui fait qu'on est obligé d'être agile quand on fait ces systèmes. Et si on pouvait partager les données par secteur, santé, et avancer avec ces machines, on pourrait certainement aller plus loin que des choses qui sont faites aux États-Unis ou en Chine, parce que toutes leurs données sont assez identiques. On a des données diverses. Moi, je travaille sur le langage, c'est particulièrement que... Et la culture aussi est différente, on n'aime pas les mêmes choses. Et cette grande disparité, finalement, de vie est extrêmement intéressante pour rendre plus robustes ces systèmes, ou au moins comprendre qu'il faut les adapter à chaque fois. Sinon, on va dans le mur. Voilà. Plutôt que de créer un espèce de standard universel, on en est très loin. En Europe, on dit c'est pas possible, directement. C'est pour ça aussi qu'on se révolte aussi facilement. Alors qu'aux États-Unis, vous allez d'un État à l'autre, on mange la même soupe. Et ça, c'est une force qu'on a mis en avant. Que la diversité qu'on avait était une des actions les plus intéressantes à mettre en avant. Et c'est aussi sans doute pour ça qu'il y a autant de grands secteurs en Chine, les GAFA et les BATX qui viennent en Europe, pour aussi regarder cette complexité. Merci. Tu as fini de répondre, c'est bon ? Tu as fini de répondre ? Ouais. Donc moi, je vais rentrer un petit peu dans le champ applicatif en fait, de robots, les robots compagnons, les robots... et une alternative en fait à cette description du robot compagnon. Donc je suis Sophie Saka, je suis maître de conférence à Centrale Nantes. Je suis mécanicienne de formation de Paris 6 et roboticienne de profession, après de spécialisation de profession. Robotique humanoïde plus particulièrement. Je me suis spécialisée sur les robots de taille humaine et je retranscris finalement l'équilibre humain pour le programmer sur des machines humanoïdes. Le but à long terme, c'est de faire de l'assistance au mouvement à la locomotion autonome. D'accord ? Donc on mathématise l'équilibre humain en fait. On le programme sur les robots selon un modèle commun, on fait de l'imitation en temps réel éventuellement pour que à terme, je puisse, si vous avez une jambe défaillante, vous connecter à un système robotique qui va vous assister au niveau du mouvement. Donc je suis au laboratoire des sciences du numérique de Nantes et parallèlement à mes activités de recherche, donc mécanique, équilibre humain et donc toujours dans la cybernétique entre l'humain et la machine, j'ai fondé en 2014 une association 1901 d'intérêt général qui s'appelle l'association Robot. Cette association elle avait l'objectif de proposer un interlocuteur pour le grand public face à l'arrivée des robots dans la société et répondre à des questions, puisque les gens voient les robots à la télé, ils les voient dans les films, etc. Il y a une espèce d'ombre qui arrive sur nous, on commence à remplacer les postes professionnels par des robots, un sentiment de compétition aussi, et comme l'a mentionné Laurence, une perte un petit peu d'identité par rapport à la machine, de savoir, ok, si je suis remplacé, si je suis remplaçable finalement par une machine, quelle est ma contribution en termes d'individu sociétal ? Donc on a proposé un interlocuteur aux populations, c'était pour répondre aux questions, c'était pour qu'ils voient les robots, pour qu'ils sachent concrètement où on en est et qu'on arrête un petit peu les fantasmes, donc pour les mêmes raisons qui ont été exposées avant, qu'ils voient où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, commencer à réfléchir tous ensemble aussi, comme dans la chaire de philosophie à l'hôpital, de savoir réfléchir ensemble, qu'est-ce qu'on veut pour notre société demain, comment on veut voir ces machines, comment on se positionne par rapport à ces machines, etc. Donc là, dans l'association, en l'occurrence, il y a des projets de recherche sociétale d'utilité pour répondre à une question qui est apparemment simple, c'est comment aujourd'hui les robots peuvent changer notre quotidien. Je reparlerai un petit peu tout à l'heure dans un projet justement de recherche qui a été développé. Okay. Donc un robot, c'est une machine physique. D'accord ? Les numériciens ont introduit le principe du robot virtuel, mais le robot à la base c'est une machine qui est physique, avec un corps, une mécanique. C'est une machine physique, par définition, qui est capable d'interagir avec son environnement. Donc ce terme d'interaction,
il est basé en fait sur cette boucle de percevoir en fait ce qui se passe dans l'environnement à travers les capteurs, de transformer cette information pour générer une action sur le monde. Donc perception, traitement de l'information perçue et action sur le monde. Donc c'est pour ça que c'est une machine physique. Et ça dépend du domaine de la cybernétique. Donc cybernétique, c'est la science de l'interaction entre des systèmes autonomes. La cybernétique, à la base, c'est une science qui est mise en œuvre entre des humains, entre deux systèmes autonomes, donc deux humains. Quand vous parlez à une personne, vous allez avoir un certain type de comportement. Quand vous parlez à une autre personne, vous aurez un autre type de comportement. Pourtant, vous êtes la même personne. Ce qui va changer, c'est pas vous, c'est la cybernétique entre vous et votre interlocuteur. D'accord ? C'est le mode de communication. Alors, les premières applications de la cybernétique, juste pour la petite histoire, c'est Aristote, le premier qui a introduit ce concept, en observant, donc c'est un philosophe, qui observait donc sur le port de manière un peu paresseuse les galériens au travail, donc sur les galères, bien sûr. Et de cette observation, il a tiré le fait que quand on fait ramer les galériens à un rythme cadencé, à force égale, le bateau va plus vite que s'il rame de manière désordonnée. D'accord ? Donc c'est la première application de la cybernétique. Donc voilà, donc pour dans les films, maintenant, vous voyez quelqu'un qui bat la mesure pour que cette cadence permette d'avoir la bonne cybernétique de cette équipe de galériens. Voilà. Donc ici, on est dans la cybernétique entre différents domaines, encore une fois. Les domaines, il y en a 4 principaux, la mécanique, l'informatique, la commande et l'électronique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, un des problèmes aussi qu'on rencontre en robotique, c'est que vous n'avez pas de formation de robotique. Vous allez être un mécanicien spécialisé en robotique, un électronicien spécialisé en robotique, un automaticien pour la commande spécialisé en robotique ou un informaticien spécialisé en robotique. Mais il n'y a pas réellement de formation complète de roboticien finalement. Donc en France, les roboticiens sont ceux qui, d'une formation initiale, ont réussi à se concentrer finalement sur l'aspect cybernétique. D'accord ? Donc ils sont devenus pluridisciplinaires, naturellement. Pour ce robot donc, à relever cette notion d'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire la machine sera capable à terme, ou est capable à terme, de prendre des décisions. Pour l'instant, les décisions sont programmées par un opérateur. Ça veut dire que l'opérateur donne à la machine, finalement, ses capacités décisionnelles. La machine en elle-même n'a pas de capacité décisionnelle. Et ça, c'est aussi valable pour une intelligence artificielle. Pourtant, elle va prendre des décisions, tout le monde dit ça actuellement, mais en fait, les règles qui lui permettent de prendre ces décisions sont écrites par des opérateurs, donc par des humains, donc il y a une interprétation qui ne vient pas forcément de la machine. Donc voilà, donc le robot social, pour se concentrer un petit peu sur ce robot. Le robot social, c'est un robot qui est destiné à effectuer une contribution dans la société sous la forme, initialement, d'une interaction ou de communication avec d'autres humains, ou avec des humains, en l'occurrence, parce que là c'est un robot, ou avec d'autres agents physiques autonomes, peut-être d'autres robots ou d'autres machines, quelles qu'elles soient robotiques ou qu'elles ne soient pas robotiques. Actuellement, il y a une évolution dans cette définition du robot social, puisqu'on étend facilement la définition aux machines capables d'effectuer des actions, au sens large, permettant le fonctionnement ou le confort d'individus. Par exemple, l'aspirateur robotique ferait partie de la famille robot social de plus en plus. Donc c'est un robot qui permet de faire des actions dans la société, qu'elles soient d'interaction, qu'elles soient de communication, ou qu'elles soient d'entretien d'un confort, ou qui va permettre aux gens de fonctionner confortablement sans s'occuper d'un certain nombre d'éléments, de choses à faire qui sont derrière eux. Donc on va se concentrer assez rapidement dans le cadre thérapeutique, et particulièrement, donc le cadre thérapeutique ici, c'est celui de l'autisme. C'est finalement celui qui a été le plus développé jusqu'à maintenant, parce qu'il a été développé depuis les années 90. Alors on va se concentrer sur le cadre thérapeutique. La première chercheuse, donc c'est une chercheuse anglaise, des chercheurs anglais en fait, qui ont proposé le paradigme du robot compagnon. Donc c'était Dautenham et Weary en fait dans les années 2000, c'est un peu avant 98. Bon, le projet Aurora est né en 2000. Donc Aurora, ce premier projet, destiné à utiliser un robot dans le cadre de l'accompagnement thérapeutique de l'autisme. Alors, pourquoi utiliser un robot ? Donc Dautenham, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle utilisait avant l'ordinateur, et elle s'est rendue compte, donc c'était un petit peu les débuts, rappelez-vous, 90, est-ce qu'il y avait Internet ou pas ? Juste pour la culture générale. Toi, t'es numéricienne, tu t'es ? Internet ou pas ? 90. Ok, tout juste, c'est 89. Le premier réseau, 89. Donc 90, on n'avait pas encore le mail, quand même.
Donc, en tout cas, elle utilisait des ordinateurs ou des objets électroniques. Ça, par contre, l'électronique, il y en avait. Et elle s'est rendue compte que les jeunes autistes avaient une affinité très particulière avec l'électronique. Parce que l'électronique, donc, c'était pas défini à ce moment-là, je vais revenir dessus après, sur cette notion, en fait, de animé et inanimé. C'est-à-dire, l'électronique, c'est un objet, d'accord, c'est inanimé. Il n'y a pas de communication hormonale, chimique ou autre, aussi ou complexe des êtres vivants. Par contre, ça peut clignoter, ça peut émettre des sons, ça peut bouger, d'accord, donc quelque part, c'est animé. Donc, observant cette affinité, elle a décidé de monter ce projet, le projet Aurora, pour la première fois, introduire ce robot, comme dans les films, comme dans la culture cinématographique et nos imaginaires, le robot comme un acteur social. Donc ça, c'est la première introduction du robot compagnon. Donc le robot compagnon, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un interlocuteur qui reproduirait des caractéristiques que vous retrouvez dans un interlocuteur humain. Des caractéristiques. Après, la complexité, le nombre de caractéristiques que vous reproduisez relève de la complexité en fait, du robot compagnon que vous avez en face de vous. Par exemple, dans les caractéristiques qui ont été citées, donc des expressions du visage, même grossières, c'est-à-dire, même si j'ai 4 expressions, on va dire le sourire, les sourcils froncés, les yeux plissés, et enfin une 4e expression, vous voyez, ça peut être très simple, mais avec ces 4 expressions, je peux quand même commencer à reproduire un interlocuteur et avoir une interaction donc, avec cet interlocuteur. L'interlocuteur peut être complètement idiot, c'est ce qui est le cas actuellement, d'accord, il n'y a pas d'intelligence dans ces machines. Ils vont reconnaître quelque chose et un opérateur, encore une fois, aura programmé une réaction adaptée à cette reconnaissance. Par exemple, j'ai mon interlocuteur qui a les sourcils froncés, ça traduit quelque chose. D'accord? Donc là, il y a une réaction. Il n'y a pas forcément de l'intelligence. Alors, dans une machine, déjà, l'intelligence, j'aime pas trop, c'est plutôt de l'autonomie décisionnelle. Donc, il n'y a pas de ça. Uniquement, finalement, l'intelligence induite par l'opérateur. Donc l'intelligence de l'opérateur. Voilà. Alors, le programme Aurora a proposé, donc pour la première fois, 4 robots. Donc là, on les voit. Donc le robot Caspar, donc un robot d'un garçon masculin, d'un garçon quoi. Un robot fille, d'accord. Vous voyez à peu près l'âge représenté par les robots finalement et l'âge en fait des enfants à qui elle allait s'adresser dans le cadre de la thérapie. Ensuite, vous avez 2 plateformes, donc une plateforme avec des yeux et une tentative de représentation de visage, et une plateforme qui est complètement neutre, d'accord, qui est réellement là par contre un petit véhicule sans émotion, sans yeux, sans humanisme, ou tentative de représentation de l'humanisme. Et donc, ce projet Aurora était destiné à mettre à disposition des chercheurs sur le domaine en fait, des plateformes communes qu'ils pourraient utiliser pour faire des expérimentations. Donc ce robot compagnon, c'est Datanam qui l'introduit, et depuis, en fait, c'est la seule proposition qu'on a dans l'utilisation des robots sociétals, c'est celle du robot compagnon, l'interlocuteur. D'accord, un interlocuteur qui est programmé avec un caractère, avec des décisions, avec des intentions, etc., qui sont celles de l'opérateur qui l'a programmé, en fait, qui est derrière. Voilà. Dans le cadre de l'autisme, donc, tous ces robots qui ont été développés depuis, qui ont des formes humanoïdes ou pas, des animaux souvent, donc humanoïdes, tous les projets qui ont suivi en fait le projet, qui sont intégrés dans le projet Aurora ou qui ont suivi le projet Aurora, ont réfléchi à savoir comment utiliser ce robot compagnon et comment faire évoluer. Est-ce que ça marche déjà, c'est la première question, et comment le faire évoluer pour réussir à recadrer finalement une personne atteinte de troubles du spectre autistique et lui permettre de se sociabiliser de meilleure manière. Donc les exercices qui ont été faits, c'est assez intéressant. C'est systématiquement un robot face à un enfant. Alors je vais essayer de retrouver voilà, les photos. Donc vous allez avoir un robot. Alors oui, les robots ils ne sont pas forcément humanoïdes. Ici vous avez le robot Leka. Alors c'est des robots français là, que j'ai mis quand même pour faire un petit peu de pub pour la France parce qu'on est quand même assez bon en robotique. Le robot Leka par exemple, lui va émettre des sons, des couleurs, va pouvoir interagir. Et depuis récemment, ils ont développé des applications qui vont permettre à l'utilisateur, donc c'est un jeune, souvent autiste, donc ce robot ne parle pas parce qu'il s'adresse à des très jeunes, souvent qui ne sont pas encore verbaux. Mais il va lui permettre à lui de générer un programme qui va gérer le comportement du robot. Donc là on sort du robot compagnon puisqu'il y a une action sur le robot de programmation de la part de l'utilisateur.
Et donc le robot s'adresse soit à un enfant unique pour lui proposer des exercices, soit à un groupe d'enfants, typiquement dans le cas de la reproduction du mouvement et de la mobilité. D'accord ? Donc le robot lève les bras, il faut que le groupe d'enfants qui est devant fasse pareil, le robot. D'accord ? Il y a un mimétisme, on reconnaît le mouvement de l'objet, on fait la même chose. Dans le cadre du robot compagnon, c'est les seules applications exercices qui se passent, et ce qu'on va faire dans la recherche, c'est la question, c'est quels exercices je construis pour travailler quoi ? Donc la communication volontaire, pour travailler l'élocution, pour travailler, etc. Un type d'exercice, vous avez typiquement avec le robot Nao, il est assis sur une table, vous avez 3 cartes devant qui représentent une pomme, un bateau et un avion. Le robot interpelle l'enfant pour lui demander de lui montrer la pomme. L'enfant va choisir une image, la mettre devant le robot, donc il y a un marqueur dessus, le robot reconnaît l'image. Si c'est correct, il le félicite, si c'est pas correct, il lui demande de recommencer. Ça, c'est possible avec un robot parce que, encore une fois, la personne atteinte de troubles du spectre autistique a une affinité très particulière avec l'électronique. Elle accepte l'électronique. L'impasse et la question qui se pose actuellement, c'est comment je remplace le robot électronique par un humain. Et pour l'instant, il n'y a pas de réponse exacte. C'est-à-dire, le robot sollicite sur les 3 images l'enfant, si on met un humain à la place, ça ne marche plus. Et là, il y a un problème sur lequel on va revenir par la suite. Donc voilà un certain nombre de robots. Les études aussi, savoir est-ce qu'il faut qu'il ait la forme humanoïde ou pas, une forme d'animal, est-ce qu'il faut qu'il parle ou pas, est-ce qu'il faut qu'il... D'accord ? Toutes ces définitions rentrent dans le cadre de qu'est-ce que je fais de qui est le meilleur compagnon dans le cadre thérapeutique finalement. Vous voyez là, les formes humanoïdes, souvent, ça passe par le regard. Donc le regard, c'est un mode de communication très privilégié au niveau des humains. Dans l'autisme, juste pour remarque, le regard peut être complètement détourné. Hein. D'accord ? Il y a un problème de présence. Donc ceux-là ne parlent pas en général. Celui-là, pareil, il fait de la musique, c'est un petit robot. Quand on lui tape sur la tête, il va commencer à danser. Donc il ne parle pas vraiment non plus. Ici, vous avez donc tous les robots de forme humanoïde, en général, ont la parole. D'accord ? C'est le cas de Nao, par exemple, ou des choses comme ça. Ici, vous avez, donc, je vous ai mis le paro. Alors ça, c'est pas l'autisme, c'est plutôt les personnes âgées, Alzheimer, etc. Donc dans le cadre thérapeutique, comme on a parlé juste avant Laurence. Donc c'est un robot, vous l'avez déjà vu, le paro ? Vous avez des vidéos de ce paro ? Moi, j'ai la chance d'être au Japon au moment de son lancement, donc je suis apparu dans la presse japonaise avec ce robot dans les mains pour faire sa pub. Parce que ce robot, donc la grande histoire choc à l'époque, outre qu'il était thérapeutique et destiné aux hôpitaux, c'est qu'il pouvait parler 24 langues. Ce robot ne parle pas, il fait donc il le fait, mais en 24 langues. Vous voyez ? Donc c'est important à dire quand même. Donc voilà, donc ce petit robot, c'est un robot qui va bouger, en gros. C'est si vous le touchez, il va réagir. Donc si vous le touchez fort, il va détecter en fait la force avec laquelle vous allez taper ou le laisser tomber, par exemple. Et si la force est grande, il va réagir d'une certaine manière. Si la force est douce, une caresse, il va réagir d'une autre manière. S'il pouvait, il se mettrait probablement à ronronner en 24 langues. Donc voilà des exemples, et donc les questions c'est vraiment quelle forme je lui donne, etc., etc., etc. Ce qu'il faut savoir dans le contexte, c'est qu'un robot, jusqu'à récemment, c'était fabriqué par des roboticiens. C'est-à-dire vous n'aviez pas de robot, à proprement parler, vous n'aviez pas de robot dans les commerces. Vous n'avez pas possibilité d'acheter un robot pour travailler, ou alors si vous pouviez l'acheter, c'était 100 000 euros, ou voyez, des prix qui n'étaient pas forcément accessibles. Certainement pas par exemple pour les établissements hospitaliers, même aujourd'hui. D'accord ? Un hôpital, je voyais là, le CHU avec lequel on a travaillé, tout le centre pédopsychiatrique avait 4 000 euros pour fonctionner à l'année. D'accord ? Et là, le Nao dont je vais parler juste après, c'est 6 000 euros déjà pour une année, plus après vous rajoutez la licence, la maintenance, enfin toutes ces choses-là. Donc vous voyez déjà, ils ne peuvent pas acquérir un robot physiquement. Donc ce petit robot Nao qu'on a vu tout à l'heure sur de nombreuses vidéos de Laurence, il a marqué un tournant finalement dans l'histoire de l'utilisation des robots, un tournant déjà parce que c'est le premier robot qu'on peut acheter à un prix accessible. Le prix de lancement était à 14 000 euros en 2000. Alors le prix de lancement c'était en 2009, je crois qu'il a été dans le commerce. Puis il est passé très rapidement, en un an à peu près, à 12 000 euros. Après, ils ont fait une opération pendant quelques mois, 12 000 euros, les 2 robots. Donc vous voyez la chute du prix. L'objectif de l'esprit et l'objectif de Aldebaran Robotics à l'époque, c'était vraiment de dire, comme dans iRobot, un robot dans chaque famille, que n'importe qui pourrait demain s'acheter un robot et commencer à programmer. D'accord ? Ils ont vraiment fait dans cet esprit.
Et donc 12 000 € de robot, et puis donc quelques mois plus tard, 6 000 € le robot. Donc 6 000 €, ça commence à être accessible par quasiment n'importe qui. D'accord, on économise un peu quand vous voyez qu'il y a des téléphones à 1 500 €. 6 000, on n'est pas si loin que ça pour un vrai robot, c'est-à-dire une mécanique qui est dotée d'un certain nombre de capteurs. D'accord, il parle par les oreilles, il entend par le front, il voit par le front, ici. Il a une caméra qui regarde devant, une caméra qui regarde les pieds. Les premières applications, c'était la RoboCup, donc jouer au foot. Il a des codeurs, bien sûr, dans ses 24 moteurs. Il a des bumpers dans les pieds qui lui permettent de détecter s'il a tapé dans quelque chose ou pas. Alors, dans le compromis, en fait, taille-poids de l'humain, puisque la définition de robot humanoïde, outre que ça a la forme globale d'un humain, c'est que ça respecte le ratio taille-poids de l'humain. Donc ce robot, il fait environ 60 cm, il pèse 6 kg. D'accord, taille-poids de l'humain. Si vous faites 1m60 et que un robot d'1m60 par exemple qui pèse 300 kg, vous n'êtes plus du tout dans le même ratio. D'accord, vous voyez le truc. Donc il y a une contrainte. C'est pour ça que les robots japonais, 1m56 pour le HRP2, je crois, 1m70, 60 kg. D'accord, 60 kg avec une trentaine de moteurs. Hein. C'est lourd les moteurs, les batteries embarquées, enfin la totale. C'est quand même des belles mécaniques. Et donc Aldebaran Robotics, qui maintenant est SoftBank Robotics, puisqu'ils ont été rachetés par des Japonais, qui ont fait aussi le robot Pepper qu'on a vu tout à l'heure sur les vidéos, le robot blanc, sa grande sœur. Là, les équipes de recherche ont pu se l'approprier. Et au grand avantage, plusieurs équipes de recherche en différents endroits pouvaient travailler avec le même robot. Donc, quand on teste des exercices, vous voyez, on parlait de l'évaluation tout à l'heure. L'évaluation est très difficile parce que si vous changez le robot, déjà si on change le cadre, on change l'expérimentation. C'est plus le même cadre, c'est plus les mêmes personnes, déjà on a changé les choses. Si en plus on change le robot, là encore, on fausse l'évaluation. C'est plus la même évaluation. Qu'est-ce qu'on évalue exactement? Et ça, c'est extrêmement compliqué. Là, si on a le même robot, qu'on peut reproduire globalement le cadre, par exemple une salle avec des tables organisées de cette manière, etc., on peut commencer à évaluer les effets d'un protocole sur un groupe, même si on est en différents endroits de la planète, avec différentes cultures et différentes choses. Donc ce robot, il a vraiment marqué un tournant dans cette histoire. Donc ils ont développé aussi un programme de robots compagnons, hein, je vais le dire quand même, qui s'appelle AskNao, qui a été interrompu là, pendant 2 ans, mais qui revient à la charge. Donc AskNao, c'est un logiciel de robot compagnon où un soignant, donc c'est destiné aux institutions, un soignant donc, va disposer d'un certain nombre d'exercices préprogrammés et va pouvoir construire une séance d'interaction avec un jeune. Par exemple, l'exercice avec les cartes qui va être suivi, qui va être fait 3 fois, d'accord, il met 3 fois l'exercice, plus après un autre exercice de sollicitation. Mais on est encore ici dans le robot compagnon. D'accord, on a un interlocuteur doté de la personnalité du programmeur qui va solliciter la personne qui est en face dans le cadre thérapeutique. Et c'est pareil aussi par rapport les vidéos, rappelez-vous les vidéos que vous avez vues dans le cadre des Alzheimer tout à l'heure. Le robot est doté d'une personnalité, il va solliciter la personne. Alors, cet aspect sollicitation au niveau thérapeutique peut être un petit peu gênant parfois, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ces personnes. Si je vous sollicite, par exemple on est à table, je dis passez-moi le sel, vous allez me passer le sel. Si ma sollicitation s'arrête, vous n'avez plus aucune raison presque de m'adresser la parole. D'accord ? La sollicitation en fait amène l'interlocuteur à répondre à cette sollicitation d'une certaine manière. Plus je vous sollicite, moins vous communiquez avec moi. C'est-à-dire plus je vous demande de faire les choses, et moins vous prenez en fait moins vous allez avoir d'initiative pour communiquer. Vous voyez le truc? Ça veut dire qu'un robot qui va solliciter, quand la sollicitation s'arrête, le comportement s'arrête aussi. Et ça peut être gênant. C'est-à-dire que la personne, dans le cadre thérapeutique, n'est plus actrice. Elle répond, mais elle n'est pas actrice. Et ça peut poser un petit problème qu'est-ce qu'on cherche à faire dans ce cadre thérapeutique. Alors, je ne vais pas rentrer complètement là-dedans aujourd'hui. Enfin, je pourrais en reparler tout à l'heure éventuellement, mais bon. En thérapie, donc le robot compagnon, il est le robot seul face à un enfant, un groupe d'enfants, on a bien vu les activités, tout ça. Le robot, il va bouger de manière autonome, il est équipé d'un programme d'interaction ou de démonstration, on a bien compris, c'est un robot compagnon. Qu'est-ce qu'on va travailler comme exercice ? Alors c'est des exercices très spécifiques dans des accompagnements qui sont de courte durée, 1 séance, 2 séances, peut-être 3 séances, mais des exercices différents, il n'y a pas forcément de continuité en fait dans le suivi. Hein. Donc on va travailler l'interaction sociale spécifiquement, donc des exercices d'interaction sociale, de communication volontaire, d'imagination, volontaire ou pas d'ailleurs,
d'imagination, donc pour la créativité, de spontanéité, de liberté d'expression, de sphère d'influence, des exercices pour améliorer l'attention ou la concentration, et des exercices pour améliorer le soin donc, aux objets ou aux personnes, ou expliquer des choses tout simplement. Et toujours cette même question, alors j'ai mis quelques acteurs, on partage les slides après, Laurence? Ils ont moyen d'accéder au transparent après? Donc voilà, il y a quelques références pour les grands acteurs, donc la plupart ont participé au projet Aurora, mais pas que. D'accord, il y a aussi des gens de l'extérieur. Voilà. Et donc, outre l'attirance naturelle par le robot, qui est l'initiatrice finalement de cette démarche, vous avez donc le désir d'interaction avec le robot. C'est-à-dire, quand il commence à bouger, on a le jeune, c'est souvent des jeunes, a envie que ça continue, en fait, que cette interaction continue. L'amplification des résultats par rapport à l'utilisation d'animaux, donc il y a des meilleurs résultats que dans l'animal thérapie. De la musicothérapie aussi. Donc il y a des effets en dehors des séances à long terme pour les robots non humanoïdes. Donc long terme. C'est plusieurs années. Long terme. Ou à moyen terme pour les formes humanoïdes. Plusieurs mois. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'on étudie là? Avec qui on travaille? On travaille avec des enfants. Donc comment ici, donc on parlait de l'évaluation, vous voyez le problème qui se pose, c'est comment je distingue l'effet du robot de l'effet de la croissance. Et d'une thérapie classique finalement, même sans robot, parce qu'une thérapie classique a quand même des effets aussi sur les personnes qui sont suivies. Donc ça, voilà, donc deux questions, c'est comment j'évalue finalement l'effet spécifiquement de la méthode que j'utilise et du robot, sachant que ça va être 1, 2, 3 séances, c'est rarement plus que 10, vous voyez, c'est ponctuel en plus, donc ok, je fais 10 séances de robotique à une semaine d'écart, et donc plusieurs mois plus tard, j'observe quelque chose. Est-ce que ce quelque chose est lié aux séances robotiques ou pas? C'est très difficile à dire qu'est-ce qui vient de quoi. Donc premier problème, c'est l'évaluation. Et deuxième problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est comment je remplace le robot par l'humain. Pour que le jeune réagisse de la même manière au robot humain. Alors, en 2014, est apparue la première alternative au robot extension. Donc, des années 90 jusqu'à 2014, c'est tout le monde sur le robot compagnon. D'accord ? Les fabricants de logiciels, les fabricants de robots, tout le monde, et les imaginaires des populations aussi. Parce que quand on pense à un robot social, on pense à un compagnon. On ne pense pas à autre chose qu'un compagnon. D'accord ? C'est la seule image qu'on a en tête pour l'instant. Donc, est apparu le robot extension. Donc, le paradigme du robot extension. On inverse le processus, c'est-à-dire un robot compagnon c'est un interlocuteur, un robot extension c'est une prothèse en communication. J'inverse le processus, j'utilise le robot pour moi m'exprimer dans le monde. D'accord ? On est à l'envers. C'est-à-dire que, au lieu d'être sollicité, je suis acteur, je deviens acteur. Donc sollicité, je suis tourné vers le passé, je deviens acteur, je suis tourné vers le futur. Donc vous voyez, l'utilisation inverse complètement mon rapport au monde dans le cadre de l'utilisation de ce robot. Et là, on se pose une question quand même, à la base, pour mettre en place ce paradigme, c'est qu'est-ce que je veux comme interaction avec un individu, ou avec les individus en général. Qu'est-ce que je veux comme interaction ? On va commencer à réfléchir. Mais on peut réfléchir que dans la limite de notre imaginaire. C'est-à-dire que toutes ces années de robots compagnons étaient nécessaires pour qu'on comprenne, pour qu'on expérimente, et que nos imaginaires évoluent avec l'usage. D'accord ? On peut donner de réponses que dans la limite de l'imaginaire. Une question, une fois qu'on m'avait posée, c'est qu'est-ce que les robots ne pourront pas faire ? C'est une super question. Et bien, tout ce qu'on n'imagine pas. D'accord ? Ils pourront faire tout ce qu'on imagine. A priori, ils pourront le faire. Est-ce qu'ils vont le faire ? C'est pas sûr, mais ils pourront le faire. Donc, quelle interaction je veux que mon robot ait avec les individus, et ensuite, quelle connexion je veux qu'il ait avec les individus. Donc ça, c'est un ensemble de questions qu'on va se poser. Et donc, comme je parle des individus, la première chose qu'il faut que je regarde, c'est où exactement mon robot se branche par rapport à un individu. Donc, un individu est sociétal, le robot est dit social aussi, sociétal, par extension. Et où est-ce que ça se connecte tout ça en fait, concrètement ? Concrètement, il se passe quoi avec un robot ? Et d'où viennent les fantasmes en fait ? Donc, je commence par me pencher un petit peu sur l'individu. Donc, l'individu, il est défini. Il est identifié comme une entité autonome au sein d'un groupe. Entité autonome au sein d'un groupe. La première chose, ça veut dire que l'individu est indissociable du groupe. D'accord ? Il est autonome, oui,
mais sans le groupe, il n'existe pas. Autre définition qu'on peut trouver, c'est un individu est une personne séparée des autres et possédant ses propres besoins et objectifs, droits et responsabilités. Donc chaque individu, en fait, peut être traité séparément du groupe, mais l'individu est indissociable du groupe. Donc ceci étant compris, l'individu va se distinguer du groupe par une frontière. Alors c'est pas forcément une frontière physique, c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'on a le psychique, le nerveux, enfin bon, c'est très complexe, hein, il y a beaucoup de couches qui s'enchaînent. Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste essayer d'extraire un certain nombre de points qui vont me permettre de comprendre les mécanismes qui sont mis en place dans le robot extension et comment on l'utilise. Et pourquoi on a des bons résultats, quoi, surtout. Enfin, voilà, quoi. Donc l'individu est défini par une frontière. Donc la frontière au monde est identifiée, dans le cadre d'un individu identifié. Et elle permet de distinguer le soi du monde. Le monde étant défini ici comme le non-soi. C'est-à-dire tout ce qui n'est pas le soi, bah c'est le monde. C'est-à-dire ça regroupe des individus, des objets, des impressions, le temps, le climat, enfin tout ce qui est le non-soi. La frontière entre le soi et le monde est un processus complexe basé sur les concepts d'enveloppe. Encore une fois, ça peut être une enveloppe psychique, morale, enfin toutes les couches possibles, et physique bien sûr aussi. Concept de dynamique de construction et de déconstruction des liens au monde. Le principe d'altérité, donc le rapport à l'autre, et le principe d'ipséité, le rapport à soi. La frontière entre le soi et le monde, elle peut changer, elle est variante, elle est mobile. C'est-à-dire qu'elle peut être affectée par des événements extérieurs hein, qui sont associés au faire, c'est l'agir, d'accord, le faire, l'adaptation à l'environnement, ou l'intérieur, des événements intérieurs, c'est-à-dire l'être, et avec une recherche d'équilibre. Cette frontière, elle définit un équilibre subtil et fragile de l'individu parce qu'elle est constamment traversée par un flux d'informations de l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur. Alors la frontière est fondamentale, donc la frontière donne accès à la définition de l'identité, donc elle est fondamentale de toute façon. Mais elle est fondamentale aussi pour ressentir un certain nombre de choses, par exemple la notion même de joie, le fait de se sentir joyeux. Si vous n'aviez pas de frontière, vous ne pourriez pas vous sentir joyeux parce que la joie résulte d'un processus de flux entre l'extérieur et l'intérieur. Si vous perdez ce flux, c'est-à-dire si la frontière est mal identifiée, que en tant qu'individu vous êtes mal identifié, vous ne pouvez pas connaître la joie. Donc je dis ça parce que par exemple dans le cadre de l'autisme, la frontière, c'est la première caractéristique de l'autisme, c'est que la frontière entre le soi et le monde est mal identifiée. D'accord ? C'est le premier symptôme en fait et l'individu n'existe pas. Donc si l'individu n'existe pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas connaître la joie, un enfant autiste. C'est quand même triste. Enfin, il ne peut pas connaître la tristesse non plus, et ça, c'est plus joyeux. Voilà. Donc l'individu, globalement, il y a deux, on va le séparer en deux rapidement. Comme je vous disais, c'est une partie d'un groupe. Donc si on se concentre sur la part, c'est une constitution. Et si on se concentre sur l'aspect groupe, sociétal, c'est une interaction. Pour la constitution, un cadre fixe, rigide et structuré, débouchant sur un ensemble de règles immuables, de connaissances et de certitudes. D'accord ? Le cadre est rigide. Et dans ce cadre, à l'intérieur de ce cadre, vous avez une dynamique forte et un mouvement permanent entre réalité et imaginaire. Tout ça, c'est un rôle de régulation équilibrant, la sensibilité. Mais là, ce qui est important, c'est qu'on ait en même temps ce cadre fixe et à l'intérieur une dynamique. D'accord ? Quelque chose de mobile. Mais cadre fixe, dynamique mobile. Et pour la partie interaction, elle est basée sur la perception. Vos capteurs, hein, le toucher, les sens, enfin tout ça. Et c'est un équilibre entre la capacité à créer des liens avec l'extérieur et la capacité à détruire ces liens avec l'extérieur. Ou à détruire des liens avec l'extérieur. D'accord ? En permanence, je vais créer des liens et détruire des liens. Alors, la longueur de création du lien va varier en fonction de l'importance de l'information qu'il retient. Et ce qui est important ici sur cette capacité de créer des liens, donc la notion de reliance et de déliance, hein, ou la notion de liance. Liance, ça regroupe créer et détruire les liens avec l'extérieur. Ce qui est important, c'est qu'en fait, notre robot, il se connecte à cet endroit-là. Le robot social se connecte à cet endroit-là. D'accord ? Donc c'est là qu'on va pouvoir agir sur les individus. En se rappelant qu'entre les deux, il y a la frontière, et cette frontière, eh ben, il va falloir chercher à la redéfinir, pour redéfinir l'identité. Et si on définit l'individu, rappelez-vous que ça débouche sur la définition de l'identité, le soi. Donc pour l'individu, les règles constituant le cadre, c'est un petit peu lourd, mais ça s'arrête là. Les règles constituant le cadre,
elles peuvent être modifiées. D'accord ? Si le cadre est rigide, mais il est changeable avec le temps. Il va évoluer avec le temps. Donc il peut être modifié par l'équilibre de la dynamique entre la reliance et la déliance. Donc création des liens, destruction des liens. Et ça, c'est le processus d'apprentissage social. Vous êtes en processus d'apprentissage et cet apprentissage va permettre peut-être de modifier votre cadre. L'apprentissage devient difficile si la dynamique reliance de liens est trop forte. C'est-à-dire si vous créez trop fréquemment des liens et détruisez des liens avec l'extérieur, finalement vous ne pouvez plus avoir ce cadre rigide. Il ne peut plus se définir en fait. Parce que vous êtes trop mobile, hein, tout simplement. Pour faire simple. Et ça débouche sur du stress, des troubles, de l'anxiété et de l'angoisse, dans l'ordre de croissance. Une notion importante, celle de la temporalité, la notion temporelle. La temporalité peut être conçue seulement si l'identité est identifiée, si le cadre est fixe, rigide, immuable. Et un individu est défini dans un semi-espace, c'est-à-dire qu'il est en même temps rigide et en même temps mobile. Donc on appelle ça un semi-espace. Si je précise ça, c'est parce que c'est important par rapport au robot social. Ah bah on est passé en anglais. Donc le robot social est par définition un objet qui vit dans le même semi-espace. Ce semi-espace, donc ce milieu en fait, c'est un semi-lieu ou un mi-lieu, voilà, un milieu. Le robot, par définition, est dans ce semi-espace parce qu'il est en même temps inanimé et en même temps animé. C'est en même temps inanimé parce que c'est un objet, d'accord ? Vous le mettez sur une table, il ne bouge pas, je veux dire, il n'y a pas de vie, il n'y a rien dedans, quoi. Et en même temps, grâce à ses moteurs, ses capteurs, il peut clignoter, il peut émettre des sons, il peut bouger avec ses moteurs, etc. Donc en même temps, c'est un objet et en même temps, c'est un objet animé. Il est immobile et animé en même temps. Donc par définition, il appartient à ce milieu. Donc le robot, c'est un médiateur, quelque chose qui est au milieu, donc entre soit deux événements, soit deux espaces. Il offre un cadre de travail qui est extrêmement simplifié. Donc typiquement dans le robot compagnon, vous avez en face de vous un interlocuteur dont l'expression ne change qu'à travers, par exemple, des clignotements de lumière ou des sons, des intonations différentes. Mais vous n'avez pas d'échange, par exemple, hormonal comme avec les humains, vous n'avez pas d'échange complexe. Typiquement, quand vous dites oui, ça me plaît, ouais, ça me plaît, d'accord ? Si je m'arrête au mot, bah oui, ça lui plaît. Voilà. Si je le regarde dans un livre, oui, ça me plaît. Si je regarde la personne qui dit bah ouais, ça me plaît, vous voyez, c'est complexe. C'est une relation qui est complexe et qu'il faut redéfinir. Mais chez le robot, vous ne l'avez pas ça. D'accord ? S'il dit oui, ça me plaît, c'est que oui, ça lui plaît. D'accord ? Vous ne pouvez pas aller beaucoup plus loin. Donc c'est extrêmement simplifié et donc c'est extrêmement confortable, en fait, finalement. La relation au robot, la communication avec le robot, dans sa simplification, en fait, est très confortable et reposante. Et en plus, elle est rassurante puisque le robot est défini dans un cadre hyper rigide. Une fonction fait une chose et cette même fonction fera la même chose quoi que vous fassiez. Un humain ne fait jamais la même chose, il marche même pas pareil quand il fait 5 pas, par exemple, les 5 pas sont différents au niveau mobilité. Alors que le robot, il fera toujours pareil, il est considérablement rassurant finalement. Donc, ça, on l'a vu. Dans le cadre du robot compagnon, donc on a un interlocuteur qui va nous solliciter. Dans le cadre du robot extension, on va programmer le robot pour communiquer vers le monde. D'accord ? On est inversé dans le rôle, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est une sorte de prothèse en communication. Je peux faire dire et faire faire au robot tout ce que je veux, ou presque, dans la limite de ses réalisations technologiques. Donc l'opérateur programme le robot et il peut agir sur le monde, donc le non-soi, par son intermédiaire. L'opérateur est protégé à l'intérieur du cadre rigide du robot. Et ce qui est important, c'est que ce robot, il a cette caractéristique, comme je vous disais, il est défini, par définition, il est conçu dans cette espèce de semi-espace, de semi-lieu. Et il a cette capacité pour l'opérateur ou pour l'interlocuteur d'amener l'humain dans ce même semi-espace. Donc c'est là où c'est important. C'est-à-dire quand vous utilisez un robot, vous rentrez dans ce lieu où l'apprentissage social est possible.
D'accord, vous passez en phase d'apprentissage social dans ce semi-espace. Donc le robot ne modifie ni l'opérateur ni l'interlocuteur, c'est pas le robot qui le fait. Par contre, comme vous êtes en mode apprentissage, tout ce qui passe autour de vous peut influer sur cet apprentissage. Vous voyez l'impact que ça peut avoir. C'est-à-dire, si j'utilise un robot, je passe en mode apprentissage, et s'il se passe quelque chose autour de moi, ça peut modifier finalement mon cadre. Mais c'est pas le robot lui-même. Le robot, il fait rien, en fait, à part m'entraîner dans son semi-espace. Et donc, dans la sécurité de ce semi-espace, puisque c'est une zone qui est très sécure pour l'humain, très confortable, très simplifiée, l'opérateur ou l'interlocuteur peuvent être modifiés. Et c'est là, dans le paradigme du robot extension, qu'on utilise. C'est la plus grande propriété qu'on va utiliser sur ces robots dans le cadre thérapeutique, c'est de profiter de ce qu'offre le robot, le cadre du robot rigide, sécurisant, semi-espace, pour modifier les personnes qui l'utilisent. Et on l'accompagne dans cette modification, c'est l'accompagnement thérapeutique. Donc, je vais vous parler de l'expérimental. Donc, Robotisme, c'est le projet qui a été lancé en 2014, qui a introduit donc 3 robots NAO de SoftBank Robotics, donc vous avez compris. Il est fait par l'association Robot et soutenu principalement donc, par des académies comme Centrale Nantes, l'Université de Nantes, alors ça sort mal l'Université de Nantes, et sinon beaucoup de privés finalement, beaucoup de soutien privé, en fait, très peu de soutien public. Et cet accompagnement, en fait, c'est un accompagnement donc, systématique en 20 semaines, donc 20 fois 1 heure, toutes les semaines 1 heure en fait, donc 20 ateliers qui vont alterner 10 ateliers non robotiques et 10 ateliers robotiques. Le principe et l'objectif de cet accompagnement, ça va être de construire un spectacle qui va être restitué publiquement lors de la 21e séance. D'accord ? Donc pendant les 20 séances, il y a 6 jeunes, 6 participants, 6 adolescents, c'est pour des adolescents, vont construire un spectacle robotique qui va être restitué publiquement lors de la 21e séance. Donc le cadre est assez simple. Dans le principe opératoire, vous avez donc 6 adolescents, comme je disais, qui vont participer, adolescents entre 11 et 16 ans, et qui vont être organisés par binôme avec un soignant. Donc vous avez, comme ils sont 6, 3 trinômes finalement dans cette salle, avec toutes les tables au centre de la salle, c'est-à-dire que chaque trinôme peut voir les 2 autres travailler. Tout le monde se voit, d'accord ? Et le centre d'attention ici, c'est le robot. Donc le principe, c'est je programme quelque chose qui va faire le robot, donc on est dans un atelier robotique là, je programme quelque chose qui va faire le robot, selon un exercice qui est donné. Quand l'exercice est terminé, tout le monde s'arrête, et chaque binôme va montrer, chaque trinôme va montrer aux 2 autres ce qu'il a fait. Et à la fin de cette petite démonstration, que ce soit le robot parle ou le robot bouge, d'accord, que ce soit un mouvement ou une parole, à la fin de cette démonstration, il y a les applaudissements de l'ensemble du groupe. Donc tout le monde applaudit, et après, on regarde ce qu'ont fait les 2 autres, comme ça, chacun son tour. D'accord, petits exercices, à peu près 3 exercices par séance. Donc chaque binôme programme, ça veut dire 6 démonstrations par séance, comme ça, de petite taille. Donc voilà pour le mode opératoire global, alors c'est plus complexe. Et là, donc le centre d'attention, on est dans le robot extension, ça veut dire que ce sont les adolescents qui vont programmer le robot. Donc première objection qui avait été faite par les pédopsychiatres avant de commencer le programme, c'est de dire ils n'en sont pas capables. Alors pourquoi ils n'en sont pas capables ? C'est des autistes. Donc autistes, rappelez-vous, la limite au monde est particulièrement défaillante, voire inexistante pour certains, ou alors très très ténue, on va dire, ce qui est le symptôme majeur. Alors pourquoi ils n'en sont pas capables ? C'est parce que dans le cas de l'autisme, la concentration est très difficile. Rappelez-vous, on lit et on délit sans arrêt, donc se concentrer dans ce cadre-là, si vous n'avez pas de cadre rigide, vous ne pouvez pas vous concentrer. Donc effectivement, aux premières séances, en général, vous avez 5 minutes de concentration d'affilée au maximum, dans les meilleurs cas. Sinon, c'est 1 minute. Vous voyez, donc en 1 minute, apprendre à programmer un robot, c'est pas évident. Même quand vous utilisez un logiciel qui est type Scratch, je ne sais pas si vous connaissez Scratch, c'est, en gros, vous avez une librairie de fonctions pré-programmée, vous en sélectionnez une, par exemple dire, vous l'amenez dans l'interface, vous la connectez, vous l'envoyez au robot. Donc ça prend moins d'1 minute pour le faire, quand on a compris. Donc même si l'environnement est simplifié, alors le programme est en anglais, soit dit entre parenthèses, ça ne les gêne pas du tout. Et la première chose qu'on a constatée, c'est que, ils sont capables de programmer. Et au bout de quelques séances, ils peuvent vous donner des cours de robotique si vous le voulez, quoi. Rappelez-vous, affinité avec les robots. Leur motivation est tellement forte qu'ils passent outre un certain nombre de choses. Donc 5 minutes d'affilée de concentration, première séance. À 4e séance, ils sont capables de tenir 1 heure. Ça, c'est pour vous donner un aperçu de la vitesse à laquelle l'impact de cet accompagnement opère.
Hop, donc je vais vous montrer quelques photos. Hein. Donc ce programme a été fait pendant 4 années d'affilée. Donc là, 2014-2015, 2015-2016, etc. jusqu'à 2017-2018. Là, on vient de le finir par une restitution publique. Donc je vous ai dit, le robot ne fait aucun changement chez les jeunes. Par contre, c'est ce qu'on fait autour qui va opérer les changements. Donc qu'est-ce qu'on fait autour? On va travailler sur 3 niveaux de liance. L'alliance, vous vous rappelez, contient reliance et déliance. C'est la capacité de nouer, de créer ou de défaire des liens avec l'extérieur, avec le monde. Du coup, donc l'alliance, c'est 3 niveaux de liance. Un niveau individuel, qui est la plus difficile à acquérir, un niveau de groupe et un niveau sociétal. Au niveau individuel, vous l'avez vu dès la première photo où j'en ai parlé, ils travaillent par binôme. Donc 2 jeunes se partagent un robot. La certitude que vous avez en arrivant, le cadre des ateliers est extrêmement rigide, c'est-à-dire ils vont trouver toujours la même chose, à part quelque chose qui vont changer à l'intérieur. Cadre rigide, dynamique, raisonnable. Le cadre rigide, c'est un peu comme si on vous mettait un exosquelette, enfin quand vous rigidifiez le squelette artificiellement, et pendant que vous avez le squelette rigidifié, on va travailler votre musculature pour pouvoir enlever après l'exosquelette et que vous puissiez vous porter vous-même. C'est ça qu'on fait en fait dans les ateliers, globalement. Donc ils savent qu'ils vont travailler en binôme, ce qu'ils ne savent pas, c'est avec qui ils vont travailler. D'accord ? On change les binômes à chaque fois. Et les accompagnants, hein, d'accord ? Ça change. Par contre, l'organisation, c'est-à-dire ils retrouveront les robots à la même place, les ordinateurs à la même place, les gens qui sont dans le groupe sont les mêmes de toutes les séances. Ce qu'ils ne savent pas, c'est avec qui ils vont travailler. Et là, on les force à tourner, justement. Donc ça crée l'alliance donc individuelle qui est la plus difficile parce que, rappelez-vous, temporalité, la notion de temporalité, c'est une alliance qui va durer dans le temps. C'est-à-dire vous allez rester 1 heure face à une personne. Sachant que vous n'avez pas de limite, ça veut dire que vous absorbez l'autre et que l'autre vous absorbe quand il n'y a pas de limite. Donc c'est extrêmement difficile parce que vous n'êtes plus vous-même. Enfin, c'est comme si vous étiez en train réellement d'absorber quelqu'un. Imaginez, alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme équivalent pour imaginer ce que ça fait de cette absence de limite. Si je vous prends par la manche, je vous fais d'accord ? Donc je le fais 1 fois, après je le fais 5 minutes. Ça commence à vous énerver. 1 heure. D'accord ? Je fais ça 1 semaine, vous devenez fou. Parce qu'il y a quelqu'un qui est constamment en train de rentrer dans votre espace. Vous n'arrivez plus à vous retrouver vous-même. D'accord ? C'est une invasion. Et c'est un peu le même principe, c'est-à-dire, c'est comme si vous aviez quelqu'un en permanence qui fait ça quand votre limite est défaillante. Donc ce travail individuel, cette alliance individuelle est très longue parce que donc ils vont faire un exercice. Quand ils ont l'attention du soignant, d'accord, du soignant qui est avec eux, ils ont l'attention parce que le soignant est formé à l'utilisation des robots et va leur rappeler les fonctions, leur rappeler l'exercice, les aider à se concentrer et aller vers l'objectif, à créer éventuellement. D'accord, c'est des exercices de création. Donc à faire dire des choses aux robots. Ils vont les motiver. Et quand l'exercice est fini, donc on arrête tout, on montre aux autres, on regarde ce que les autres ont fait, il y a applaudissements. Regarder ce que les autres ont fait n'est pas forcément évident. Et donc l'exercice étant fini et les applaudissements étant finis, c'est le binôme qui va faire l'exercice. Donc on perd le clavier, l'ordinateur, le robot, donc déjà on accepte de lâcher ça à l'autre, et on accepte aussi de perdre l'attention du soignant, parce que le soignant aide celui qui est reprogrammé. D'accord ? C'est très difficile sur les premières fois. Et si les exercices sont assez courts, au bout de quelques minutes, on reprend la main sur le clavier et on recommence à programmer. Si c'est assez court, ils vont réaliser très rapidement qu'ils peuvent lâcher le robot parce qu'ils vont le récupérer rapidement. D'accord ? Il y a une sécurité, rappelez-vous le cadre, la sécurité, quoi. Donc rapidement, c'est quoi ? L'atelier fait 1 heure, hein. On design donc 3 exercices, ça fait à peu près 10 minutes chacun, à chaque fois, et on tourne. D'accord ? Donc la première fois, c'est très difficile de lâcher le robot, la deuxième fois, c'est un peu moins difficile, la troisième fois, on a compris qu'on allait le récupérer, donc c'est bon. Et toutes les séances, c'est comme ça, pendant 20 séances. Donc la progression, c'est quoi ? C'est au début, quand je perds le robot, donc souvent, il y a des grognements qui peuvent être plus ou moins forts. On en avait un cette année qui montait à 100 décibels. Les parents vivent avec avec des casques sur les oreilles. 100 décibels, vous voyez ce que ça fait ou pas ? Non ? 70 décibels, c'est un tapage diurne. Donc c'est déjà, il faut y aller fort. Hein, je veux dire, voilà. Là, il est descendu, donc le père s'est acheté pour dédramatiser, en fait. Vous savez, il finit par en faire un jeu, parce que vivre avec ça à la maison, c'est pas... Il s'est acheté un sonomètre pour mesurer, en fait, la hauteur des cris. Et apparemment, donc, dans son domicile, il est descendu à 72 décibels, ce qui commence à être... c'est mieux, hein, quand même. Donc là, vous vivez en pleine campagne, sans voisins, c'est mieux.
Donc ça peut être des grognements qui sont, ou de la protestation, de la résistance, on n'a pas envie de lâcher le clavier, d'accord, hein, une possession, une prise du clavier, donc sans trop de soins au début, des choses comme ça. Ça se résout petit à petit, assez rapidement déjà, dès la fin de la première séance, on accepte, on grogne un peu, mais on laisse le clavier. Au début, on ignore complètement ce que fait l'autre, de toute façon on ne le voit pas, donc on ignore complètement ce que fait l'autre, et au bout de 4-5 séances robotiques, on remarque petit à petit que les jeunes vont regarder, jeter un œil par-dessus l'épaule du voisin. Après, ils vont donc pour voir sur l'ordinateur ce qui est fait. Après, ils vont regarder ce que fait le robot quand il lance le programme au robot. Et après, ils vont commencer à interagir pour remplacer l'action du soignant. C'est-à-dire, si le partenaire, le binôme, a oublié où était une fonction, ils vont donner une indication. Et là, on est dans la communication. Et ça, c'est très rapide. D'accord, la progression est vraiment très très rapide. Jusqu'à un moment donné, donc pour programmer les gestes du robot, il faut que le robot garde une configuration. On enregistre la configuration. Après, on enregistre une autre configuration et le programme calcule la trajectoire entre les deux configurations. C'est un concept qui n'est pas facile à percevoir, mais garder la configuration, on maintient le robot pendant que le binôme est en train d'enregistrer la configuration. Vous voyez, là, on est dans la communication, on est dans le travail ensemble. Donc là, on est dans l'alliance, la reliance et la déliance. Donc voilà, donc cette progression, elle est observée. Deuxième travail, donc l'alliance de groupe, elle est obtenue par les applaudissements. C'est les applaudissements qui garantissent cette relation de groupe, d'accord ? Donc en individuel comme en groupe, on va identifier ce qu'on a en face de nous. D'ailleurs en individuel, j'identifie mon partenaire, qui va m'identifier moi. D'accord, identifier mutuel. S'il y a identification, il y a frontière. Sinon vous identifiez pas. Okay, donc si un autiste vous répond pas, c'est pas parce qu'il est mal poli, c'est parce qu'il vous voit pas. Et on se répond pas à soi-même. D'accord, s'il n'y a pas de frontière, on ne voit pas l'autre. Donc voilà, donc dans le groupe, on montre aux autres, ça se conclut par des applaudissements. L'autre nous montre, on conclut par des applaudissements. C'est presque un jeu, mais en applaudissant la démonstration de l'autre, ça veut dire que j'ai vu la démonstration de l'autre, j'ai identifié sa contribution. Donc je l'ai identifié. Vous voyez la reconstruction ? Et ça, vous le faites pendant 20 séances. Et enfin, on arrive à l'alliance sociétale. L'alliance sociétale, c'est la restitution finale. Restitution finale, donc, ils vont en même temps découvrir et en même temps connaître leur spectacle. Rappelez-vous, hein, le semi-espace, en même temps et en même temps. Deux choses opposées en même temps. Ils vont en même temps le découvrir parce qu'ils n'auront jamais vu le spectacle dans son ensemble. C'est nous qui l'avons reconstruit. Et ils vont en même temps le connaître parce que chaque morceau du spectacle, c'est eux qui l'ont programmé. Vous voyez le truc ? Donc ils reconnaissent les petites parts, mais ils ne connaissent pas l'ensemble. Et donc, ils sont dans le même émerveillement que le public. Ils partagent ça avec le public, la société qui est derrière eux. Et à la fin du spectacle, qu'est-ce qui se passe ? On applaudit. Et ça, c'est une intronisation officielle dans la société. C'est la reconnaissance officielle de la société, comme quoi ces jeunes sont des individus qui ont contribué et qui concluent les choses. D'accord ? Ça a été travaillé pendant 20 séances. Cet applaudissement est fondamental pour eux, pour les stabiliser. Alors, je vous parle de stabilisation. Oui, il y a stabilisation. Dans le temps, d'autant qu'on ait pu voir jusqu'à maintenant, ça tient dans le temps cette approche, c'est-à-dire ils se reconstruisent. Donc j'ai eu des nouvelles en décembre dernier d'un petit jeune qui avait suivi le programme 2014. Il a une copine, il est intégré à l'école, il a des bonnes notes, ça se passe bien, donc 3 ans plus tard. Donc a priori ça dure dans le temps. Est-ce qu'il faut au bout d'un moment recommencer ce travail de reconstruction ? Parce que rappelez-vous, le cadre est mobile, d'accord ? Donc, et ils ont cette capacité à avoir une très forte dynamique de reliance et de déliance. De toute façon, ils l'ont, d'accord, c'est ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, il faut être vigilant et leur redonner un petit peu de force pour réussir à garder ce cadre fixe qui va leur permettre de se définir en tant qu'individu de la société. D'accord, et garder leur contribution. Alors, les conséquences, donc là, vous voyez quelques photos avec ce robot, les ateliers, tout ça, les soignants. Donc, les résultats, parce que c'est quand même important, qu'est-ce qu'on observe ? Réduction des crises d'angoisse sous toutes ses formes. Augmentation de la communication volontaire. Alors toutes ces formes, c'est automutilation, les hurlements bien sûr, hein, ça peut être ça, automutilation, le mutisme, puisqu'on en avait un qui était complètement dans le mutisme, donc on l'a suivi pendant 2 ans sur un groupe, première, deuxième année de programme. On a vu les parents en fin de deuxième année qui disaient ouais mais il est trop bavard. Voilà, donc on a résolu ce problème de mutisme, mais on ne pouvait pas revenir en arrière. Donc le gamin, blablabla. Ok. Etc. Donc toutes les réactions d'angoisse que chacun va générer différemment. Voilà, mais c'est la même angoisse. Augmentation des temps de concentration, donc c'est spectaculaire, parce que je vous dis, 5 minutes première séance robotique, 1 heure à la fin de la 4e séance à peu près, en moyenne pour tous, c'est entre 3 et 6 séances. Mais globalement c'est 4 pour la plupart.
C'est stable dans le temps, donc jusqu'à maintenant, et ce qui est le plus spectaculaire, enfin ce qui met ce programme au niveau du spectaculaire, c'est la rapidité des changements. Rapidité parce que on a appuyé en fait sur les bons boutons, c'est-à-dire on a reconstruit la limite, et si on reconstruit la limite, il y a tout qui s'arrange, en fait finalement. Avec un bémol, attention, on n'a pas soigné l'autisme, c'est pas une maladie, hein. On n'a pas soigné l'autisme. Le robot n'a rien fait sur les gens. Ce qui a fait, déjà, on a réduit, donc on a reconstruit la limite au monde, donc ça d'accord. Et c'est pas le robot qui l'a fait, c'est ce qu'il y avait tout autour. C'est-à-dire il y a plein de gens qui ont acheté des robots et 15 jours plus tard, les robots étaient dans le placard, ils savaient pas comment faire. D'accord, ils n'ont pas vu l'intérêt, donc voilà. Donc c'est bien d'avoir des robots. La question qui a été posée d'ailleurs tout à l'heure, on en fait quoi des robots? Voilà un petit résumé. Donc 6 participants, 3 soignants, responsables de programme, un animateur de séance dans chaque salle. Donc c'est la mini-société qu'on a construite, toujours le même groupe pendant les 20 séances. 20 ateliers, alternant 10 séances non robotiques et 10 séances robotiques. Pendant les séances non robotiques, j'en ai pas beaucoup parlé, ils vont construire le décor du spectacle, enregistrer des voix off. Alors le spectacle, en gros, on enregistre leur voix qui raconte une histoire, et eux, pendant les séances robotiques, vont programmer les gestes, donc ils prêtent leur voix au robot qui va raconter l'histoire. Donc avec leur voix, d'accord? Ils programment les gestes du robot, les lumières des LED, des yeux pour les émotions, des choses comme ça. Un spectacle public final, et on a travaillé sur 3 niveaux d'audience, donc individuel, le groupe et sociétal. L'utilisation d'un robot est fondamentale, comparée avec d'autres médiateurs qui peuvent exister, que ce soit les animaux, la marionnette, les instruments, etc. L'approche, on parlait de pédopsychiatre, avait été qualifiée d'accélérateur thérapeutique. Voilà. Une mère avait dit qu'on obtenait en une séance robotique l'équivalent de 3 ans de thérapie classique. C'est la mère qui avait dit ça, d'accord? Donc c'est enregistré dans une interview. Voilà. Donc si vous avez des questions, hop, juste avant, juste pour Alzheimer, parce que je vous ai dit, Alzheimer, c'est quoi le truc? Donc on a monté ce même programme avec Alzheimer en l'adaptant parce que à Alzheimer, ils ne savent pas forcément ce que c'est qu'un mulot, alors que les autistes, ils savent, une souris, hein, bien sûr. Ensuite, il y a des tremblements, donc pour manipuler l'ordinateur, c'est franchement pas évident. Ensuite, c'est écrit petit, donc ça, il y a plein de choses qu'on n'avait pas prévues. Je disais, c'est dans les limites de notre imaginaire, donc notre expérience aussi va nous aider. Donc on a adapté ce programme, 20 séances pareil, avec une restitution finale, parce qu'on avait entendu des gens parler de symptômes comparables entre l'autisme et Alzheimer. Alors c'est pas du tout la même chose. Alzheimer, c'est une dégénérescence, et l'autisme est je le classerais dans une caractéristique. D'accord, on n'a pas soigné l'autisme, c'est comme une personne qui fait 2 mètres de haut, ou 2 mètres 20 dans notre société, elle va mal le vivre. Nous, ce qu'on a fait, on lui a pas coupé les pieds, on l'a pas réduite, mais on lui a appris à vivre avec sa taille. Vous voyez, c'est ça plutôt le truc. Donc c'est pas du tout les mêmes choses, mais que les symptômes soient semblables, c'est un peu heurtant. Ou qu'on puisse penser que les symptômes sont les mêmes, c'est heurtant. Donc ce qu'on a voulu montrer là, puisque nous on apaise l'angoisse avec notre programme, on a essayé sur Alzheimer, et ce qu'on a montré, c'est que oui, les symptômes sont les mêmes parce qu'on observe la même chose. Ce qu'on observe, c'est pas Alzheimer ou l'autisme, ce qu'on observe, c'est l'angoisse qui découle d'Alzheimer et l'angoisse qui découle d'autisme. Donc les symptômes de l'angoisse, c'est les mêmes. Donc n'importe quelle personne angoissée montrera les mêmes symptômes, même si elle n'est pas autiste, même si elle n'est pas Alzheimer. Et ça a permis de voir les choses et de voir ce que... Donc oui, ça apaise, ça marche aussi sur les personnes Alzheimer. Ils ne se rappellent pas forcément... Si on leur dit au début d'atelier, vous êtes là pourquoi, ils ne savent pas. D'ailleurs, il n'y a pas de conscience de l'événement ou de mémoire de l'événement. Par contre, ils ont tous un sourire d'une oreille à l'autre, donc ils savent que le temps qu'ils vont passer là, ça va être un bon temps. C'est-à-dire la mémoire affective est entière. Donc, enfin voilà, j'en reparlerai peut-être une autre fois. Magnifique. Voilà, si vous avez des questions, voilà une alternative aux robots compagnons. Donc les robots, c'est bien, oui, la réponse est oui, les robots c'est génial. Après, ce qu'on va apprendre maintenant dans la société, comme disait Laurence, il y a eu des usages qui ont été proposés dans les limites d'imaginaire. Maintenant, c'est les populations qui vont se joindre parce qu'ils commencent à se démocratiser, les gens vont l'utiliser et on va trouver d'autres applications de ce type-là qui franchement vont nous changer la vie, mais je pense pour le mieux. C'est quand même nos machines, donc c'est nous qui les avons demandées, nous en tant que société humaine, donc elles ne sont là que pour nous servir. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.